Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 274 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, au programme, les Chicago Bulls et leur bilan de la saison 2024 avec un nouvel invité qui est Luca du projet Le Roster. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petits likes et petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau bilan 2024 avec une nouvelle équipe aujourd'hui, les Chicago Bulls, et on reçoit quelqu'un qui vient pour la première fois sur le Basket Lab d'ailleurs. Donc, bienvenue. Comment vas-tu, Lucas? Est-ce que j'ai bien prononcé déjà? Oui, c'est ça, oui. Moi, c'est Lucas. Merci beaucoup pour l'invitation, Guillaume. Un plaisir d'être là et hâte de parler de Chicago pendant 1h30, 2 heures, on verra bien. On verra bien. Non, mais en tout cas, bienvenue sur le Basket Lab et je suis très heureux de te recevoir. Donc, Luca, que vous connaissez sans doute, anciennement d'ailleurs de l'analyste et du carton, le podcast de l'analyste, il y a encore quelques mois, mais surtout, aujourd'hui, tu officies surtout sur le roster, c'est ça? C'est ça, exactement. Rédacteur pour le roster depuis bientôt 1 an, là. Donc, hâte de ce qui va suivre sur le roster. Le fameux projet, le roster, projet collectif, on peut dire, c'est ça, ou une plateforme où tous les fans peuvent venir participer, écrire des articles notamment, et voilà, faire grandir la communauté de cette manière. C'est ça, exactement. Alors après, tous les articles sont relus, hein, on refuse les articles ChatGPT, mais sinon après, tout le monde est bienvenu. Ouais. Et donc, oui, aussi, on l'a pas dit, fan de Chicago. Alors, on commençait un peu à en parler en antenne, là, j'ai pas pu me retenir, j'ai pas pu attendre jusque le podcast. Mais donc, toi, t'es quand même assez jeune, donc t'es pas du tout de l'époque de Jordan, et t'es pas tombé là-dedans à cause de ça, c'est plutôt période d'Eric Rose, hein, c'est ça, tu me disais? Ouais, c'est ça. J'ai découvert Derrick Rose avec quelques highlights quand j'étais au collège, et puis après, c'est surtout son buzzer beater contre Cleveland que j'ai vu en direct, qui m'a fait tomber amoureux de cette franchise. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est une autre génération, peut-être une génération malheureusement moins de succès que l'époque Jordan, ça, on peut le dire. Mais ouais, non, c'est quelque chose, Derrick Rose à l'époque. Mais c'est marrant parce que tu sais, t'as plein de franchises comme ça où en fait, il y a des générations de fans, on peut les dater. Tu vois, les Kings par exemple, tous les fans, c'était qui étaient accrochés début des années 2000, quoi, ou des trucs comme ça. Mais effectivement, les Bulls, c'était soit Jordan, soit la nouvelle vague avec Derrick Rose. Mais voilà. Mais donc, t'as connu aussi un peu Joakim Noah encore époque Deep Boy, ou alors juste après t'es arrivé? Je suis arrivé juste après l'année Deep Boy de Joakim Noah. Quelques mois après, alors. Sur le déclin. C'est ça, ouais. L'année, les 2 saisons juste après, donc je vois le déclin physique de Noah. Mais bon, on s'est renseigné sur ce qu'a fait Joakim Noah en 2014. Et si je peux faire juste ma petite publicité, j'avais fait un article sur le roster par rapport à cela. Ouais, t'as plutôt connu le Joakim Noah des Knicks, hein, malheureusement, c'est ça. Et supporter la fameuse équipe Rondo, Wade et Jimmy Butler de 2017. Magnifique équipe. Bref, donc nous sommes dans nos bilans 2024. Le programme, vous le connaissez dans cette série à présent. Donc on fait un bilan équipe par équipe à travers notre format des stats de la saison. Donc 10 stats pour faire un bilan, 10 stats ou 10 points clés, plus généralement. Et donc les stats, c'est soit des stats hyper intéressantes qu'on a envie de faire remonter à la surface, ou alors c'est un peu un prétexte pour aborder plein de petits sujets pêle-mêle. Vous connaissez le format. Eh bien, si tu es prêt, on peut démarrer de suite. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour les Chicago Bulls 2024? Alors, ma première stat, c'est 32,9%. Ouais. Et donc, c'est la fréquence de tir à 3 points tentée par Chicago. Donc, si on va le remettre un peu dans le contexte, c'est la 26e marque de la ligue. Ouais. Donc, c'est clairement, là, on voit que Chicago, c'est une équipe qui prend très, très, très peu de 3 points. Moins de 1 tiers des tirs, donc, sont pris à 3 points. Et je trouve que ça illustre, en fait, l'incapacité de l'équipe à générer des tirs rémunérateurs, finalement. Ouais. Tout simplement parce qu'en fait cette difficulté de trouver des 3 points, c'est déjà par le personnel, hein. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment beaucoup jouer à mi-distance, démarre de DeRozan en tête, mais c'est aussi par la mise en place offensive de Chicago qui est très souvent très lente, avec beaucoup de passes inutiles ou qui apportent aucun danger.
Et donc du coup après on se retrouve avec beaucoup de tirs qui sont pris en fin de possession, qui sont contestés, ou ou très souvent on a cette incapacité à trouver des shoots ouverts à 3 points, à les refuser pour faire une extra passe qui n'a pas lieu d'être. Et je trouve qu'en fait c'est comme j'ai dit, ça illustre parfaitement ça, cette difficulté de shooter et d'être efficace en attaque, parce que si on prend pareil la stat de l'offensive rating de Chicago, on peut voir que c'était très mauvais, hein. Elle possédait cette saison le 19e offensive rating. Ouais. Et finalement, cette absence de spacing était forcément problématique. Oui, il y avait quelques shooters comme Kobe White qui prenait 7 tirs à 3 points. Mais après, mis à part ça, c'était beaucoup de shooters stationnaires, comme Caruso, qui certes a tourné à presque 41% de loin. Mais en fait, c'est un peu inattendu que Caruso il tourne à ce pourcentage-là de réussite, parce que en carrière, Caruso il est autour des 38%. Et derrière, c'est des joueurs à faible volume, comme Patrick Williams qui prend un peu plus de 3 points par match, ou sinon des joueurs qui sont inefficaces comme Vucevic, qui est à peine à 29% de loin. Ouais. Oui, donc en fait, finalement, il y a aussi un peu un mélange de... c'est la conséquence d'avoir un certain personnel sur le terrain, comme on dit, donc certains types de joueurs sur le terrain, comme tu l'as décrit. Mais je sens... Il y a peut-être une deuxième partie de coaching, et je sens directement que... est-ce que... Enfin, je peux te lancer, toi, le fan des Bulls, mais c'est quoi un peu le bilan par rapport à Billy Donovan, que moi, généralement, j'aime bien, mais je sais que c'est peut-être pas l'avis de tous les Bulls. Il y a peut-être aussi une partie de tactique ou pas là-dedans, dans ce côté. Il y a peut-être pas assez de tirs rémunérateurs, entre guillemets, qui sont obtenus. Ouais, je pense que ça vient en partie de Billy Donovan, mais pas que. Il y a forcément la construction de l'effectif qui rentre en compte, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent, qui jouent très peu off-ball. Quand on regarde, par exemple, DeMar DeRozan n'a jamais développé ça. Ouais. Zach LaVine non plus, Kobe White très peu. Enfin, on a très peu donc de joueurs qui ont fait ça dans leur carrière, et même on n'a pas vu de système où des joueurs étaient off-ball, que ce soit par des écrans loin du ballon ou quoi que ce soit. Et au contraire, en fait, Chicago, c'est une équipe qui joue beaucoup sur du pick and roll. Je me suis amusé à additionner les stats de pick and roll, ball handler et rollman. Ouais. Et donc, en fait, Chicago, c'était la deuxième équipe à tenter le plus de tirs sur ces actions-là, avec la 8e efficacité. Donc, c'était environ 1 point par possession. Sauf que le problème, c'est que 1 point par possession, ça reste quand même assez inefficace. Et en fait, tu te retrouves avec des actions où c'est du pick and roll pour de la création individuelle. Finalement, c'est pas très rémunérateur. Et j'ai le souvenir que QI Basket avait fait une vidéo par rapport à ça, et par rapport au fait que c'est très souvent les mauvaises équipes qui jouent beaucoup de pick and roll, parce qu'elles n'arrivent pas à développer d'autres actions un peu plus compliquées, parce que soit le personnel n'est pas là, soit le coaching n'est pas là. Et là, je pense que pour Chicago, c'est un peu un mélange des deux finalement. Après, le pick and roll, c'est vrai que ça reste un exercice classique en NBA, quoi. Et finalement, il existe d'autres modèles, hein, mais c'est vrai que c'est un peu plus rare, quoi. C'est soit t'as un mec comme Jokic ou comme Sabonis autour duquel tu peux organiser une attaque avec un passing hub, comme on dit. Donc un mec qui va tout va tourner un peu autour de lui depuis le poste intérieur. Soit tu peux avec des attaques un peu plus fluides et développer la motion offense des Warriors et des trucs comme ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on est, je dirais pas non plus l'exception, mais en tout cas, c'est pas trop la norme, quoi. La norme, c'est effectivement d'être plutôt sur le pick and roll, quoi. Et c'est un peu on va dire, la majorité des stars, des créateurs offensifs NBA, c'est un peu ça, quoi. C'est l'exercice favori. Donc, je suis pas sûr que ce soit par défaut, c'est juste que ça correspond aussi au profil que t'as. Mais par contre, là où c'est vrai que peut-être il y a une absence qui se fait ressentir là-dedans, c'est peut-être celle de Zach LaVine, en fait, hein, finalement, qui n'a pas trop joué cette saison. Alors, il n'aurait pas sauvé les meubles à lui tout seul, mais c'est clairement le meilleur shooter de l'effectif, et là, il n'a pas du tout été là. Mais c'est un peu marrant, enfin marrant, ça dépend si t'es fan des Bulls ou pas, mais ce qui est notable, en tout cas, on va le dire comme ça, c'est qu'en termes de 3 points ouverts, donc grand ouverts, Chicago était 5e de NBA l'an dernier. Donc vraiment, il y a quand même cette capacité à générer des tirs à grand ouvert, mais deux choses tout de même, deux nuances, c'est que premièrement, ils sont aussi top 5 sur l'incapacité à les mettre, en fait, ces tirs à grand ouvert, et au contraire, là, je parle de tirs à grand ouvert où le défenseur a plus de 6 pieds du tir, mais
Donc, il n'y a pas toutes les autres situations où le tir est seulement à moitié ouvert ou alors contesté. Et effectivement, le fait est que voilà, là où ils prennent beaucoup de tirs grands ouverts, aussi parce qu'ils ont parfois des non-shooters, hein, donc ça aide aussi. Mais là où d'autres équipes sont capables de créer des 3 points beaucoup plus... voilà, même des tirs un peu moins ouverts, ils vont les prendre quand même, là où c'est peut-être pas le cas forcément à Chicago. Et puis un autre élément, c'est qu'ils sont pas non plus géniaux dans les corners, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage aussi. Mais clairement, je pense qu'on peut être d'accord, c'est un des problèmes de cette équipe. Ça a été un des problèmes de cette attaque. C'est-à-dire que DeMar DeRozan, c'est un créateur de bon niveau offensif. On en parlera, je pense, tout à l'heure. Mais clairement, si t'as pas de l'espace aujourd'hui en 2024 pour optimiser tes créateurs offensifs, bah ça coince un peu plus. Et donc là, on est combien t'as dit 19e, hein, c'est ça, offensive rating? Ouais, c'est 19e exactement. Ouais. Donc sans ce spacing, on peut pas faire grand-chose aujourd'hui, quoi, en fait. Ouais, ça. Et puis, par exemple, Vucevic, c'est un peu un joueur qui illustre cette difficulté cette saison pour Chicago. Parce que Vucevic, quand il est récupéré à la trade deadline de 2021, il est vu comme étant cet intérieur qui peut passer, qui peut shooter. Or, finalement, on se rend compte qu'on peut pas l'utiliser comme hub. Vucevic, c'est quand même un joueur qui demande beaucoup la balle au poste. Ouais. Et même cette saison, à 3 points, il a été inefficace. Et depuis son arrivée à Chicago, c'est un joueur qui tourne à moins de 33% à 3 points. Donc finalement, c'est compliqué de le voir vraiment comme un intérieur qui peut spacer. Est-ce que tu as des stats sur Vucevic pour plus tard ou pas? Non. Non? Bon, je peux développer un peu de non, puisque ça fait partie du spacing, en effet. Mais c'est vrai que Vucevic est un peu un de ces joueurs qui est perçu comme un poste 5 qui shoot. Et en effet, en tout début de carrière et même en milieu de carrière à Orlando, c'est quelqu'un qui avait un petit pick and pop, et notamment à mi-distance. Ça, ok. Enfin, pas que pick and pop, mais aussi un face-up jumper au poste bas, etc. Il a un peu de jump shot. Mais en fait, il n'a jamais eu concrètement le 3 points. C'est ça qui est un peu paradoxal, alors qu'il est totalement vu comme ça, et que c'est, je pense, aussi une des raisons pour laquelle Chicago a fait ce trade à l'époque. C'était de se dire, on va avoir un poste 5 qui shoot, donc ça va amener le spacing. Alors qu'en fait, non. Tu vois, si on prend les chiffres depuis l'époque où il a commencé un peu à en shooter, hein, donc j'élimine les 4-5 premières années en carrière, mais à partir du moment où il a pris les 3 points, donc saison 2017, je vais te dire ses pourcentages, 30%, 31, 36, 34, donc tout ça c'est en dessous de la moyenne, hein. La moyenne elle est à 36, donc une année au niveau de la moyenne, ensuite 40%, et puis de nouveau, depuis Chicago, 31, 35 et 29. Donc on est tout le temps en dessous de la moyenne au niveau du 3 points pour Vucevic, sauf une année. Mais quelle est cette année? C'est l'année 2021 où en fait tout le monde a très très bien shooté en 2021 parce que les salles étaient vides. On est déjà revenu pas mal de fois sur ce phénomène, mais voilà, dès que vous voyez 2021, faites attention au pourcentage à 3 points. Non, je dis ça aussi pourquoi? Parce que, en effet, tu parlais du spacing en première stat à amener sur la table aujourd'hui, mais je suis totalement d'accord, et je pense que Vucevic participe un peu à ça. Parce que voilà, pour moi, c'est un peu l'histoire de sa carrière, c'est qu'il est perçu comme un shooter à 3 points, alors que dans les faits, il l'est pas trop, quoi, en fait. Il y a peut-être un biais par rapport à Vucevic, par rapport à son profil, le cliché de l'intérieur européen, etc. Et qui finit qui prend beaucoup de tirs à mi-distance ou des finitions avec des petits hooks près du cercle. Donc en fait, je pense que c'est un biais par rapport à Vucevic, mais quand on s'intéresse un peu plus près au stade, on se rend compte que finalement c'est pas du tout rentable de l'utiliser tel quel. Et en plus, c'est un joueur qui manque de verticalité. Donc finalement, c'est une menace inefficace sur pick and pop et qui est inefficace sur du pick and roll, sur des finitions en l'air ou quoi que ce soit. Ça fait très sévère, mais c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. C'est ça. C'est un pivot stretch 5 et créateur, mais qui est ni très bon en stretch 5, ni très bon en création, quoi, pour le coup, parce que tout ce qui est post-up, création individuelle, etc. Mais bon, c'est pas que lui, hein. Comme dit, je pense que lui et son manque de 3 points, enfin, son 3 points inefficaces participent un peu à ça, mais comme tu as dit aussi, il y a pas mal de shooters qui sont soit moyens, soit des bons shooters, mais sur des petits volumes, soit des shooters, pas forcément des shooters spontanés, à haut volume, voilà, pas les shooters naturels en fait, hein, grosso modo. Mais voilà, ce qui fait qu'on a ce premier point qui donne tout ça. Tiens, du coup, je peux enchaîner si tu veux bien. Je peux donner ma première stat du jour. Toi, tu as donné l'attaque. Moi, j'étais parti sur la défense, justement. La défense, moi, j'ai 22. Mon première stat du jour, 22, c'est le defensive rating, hein. Enfin 22e au defensive rating en NBA cette saison. J'ai pas le chiffre brut, mais en tout cas c'est le classement 22e défense de NBA. Alors que l'an dernier vous étiez 5e. Donc ça fait quand même un sacré différentiel en termes de qualité de défense. Et on le voit d'ailleurs au résultat final, parce que au niveau du net rating, le fameux net rating, qu'est-ce que c'est? C'est le différentiel attaque-défense, à quel point est-ce que l'équipe est bonne, hein, grosso modo. Ce qui fait que donc l'an dernier, vous étiez une équipe qui était à plus 1,3 points de différentiel
par 100 possessions, un différentiel positif qui a été créé par 100 possessions. C'était le 13e plus grand différentiel, et ça a chuté cette année à -2 par 100 possessions, donc chuté à 21e, donc vraiment dans le dernier tiers de la NBA pour le coup. Et bon, tu as parlé un peu de l'attaque, mais paradoxalement, ou en tout cas étonnamment, peut-être l'attaque était déjà assez mauvaise l'an dernier, même par rapport au spacing, etc. Mais voilà, en gros, 24e l'an dernier contre 19e cette année, c'est pas trop ça qui a changé, qui a fait bouger le curseur, c'est au contraire, c'est la défense. C'est donc la défense qui passe de 5e à 22e. Avant de développer, je peux te poser la question, comment est-ce que toi, tu expliques un peu ce côté défense vraiment un peu trou d'air par rapport à l'an dernier, quoi? Je pense qu'il y a une variable qui l'année dernière était favorable à Chicago et qui cette année a été un peu moins favorable, c'est l'adresse dans les corners des équipes adverses. Et en fait, si on parle rapidement d'un point de vue tactique, sous Billy Donovan et surtout ces 2 dernières saisons, Chicago, c'est une équipe qui fait le choix de concéder beaucoup de tirs à 3 points dans les corners parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aide des joueurs qui abandonnent souvent leur adversaire dans les corners pour venir en aide, que ce soit pour fermer, pour protéger le cercle ou quoi que ce soit. Donc du coup, le problème c'est que dès que l'équipe adverse est efficace sur les tirs dans le corner, forcément tu payes immédiatement ça. Ouais. Oui, effectivement, alors t'en parlais, j'avais noté. Ça. Effectivement, 42% de réussite dans les corners pour les adversaires de Chicago. Bon, il y a une partie d'aléatoire, il y a aussi une partie de schéma. C'est un peu les deux, c'est toujours un peu compliqué au niveau de la réussite à 3 points parce que, mine de rien, il y a une partie aléatoire de, le pourcentage défensif, c'est pas tes propres joueurs, ça c'est l'attaque, mais défensif, je veux dire, en fait, tu affrontes 300 joueurs NBA. Donc ça peut être aussi un peu le hasard, quoi. C'est pas genre, on shoot à 40% en attaque, mais en même temps, ça dépend de est-ce que t'as des bons shooters ou pas, quoi. Finalement, en défense, c'est un peu plus aléatoire parce que ça dépend t'affrontes plein de joueurs différents, donc c'est vraiment un peu un aspect aléatoire, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a aussi peut-être la qualité des contests, ou en tout cas les schémas. Est-ce que tes tirs sont ouverts ou pas? Ça, c'est pas inscrit dans le pourcentage en soi, si tu vas pas creuser un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, 42% de réussite dans les corners, c'est 28e de NBA, alors que l'an dernier, premier de NBA, qui est 35% à peine l'an dernier autorisé, entre guillemets autorisé, mais de 35% à 42%, quand on sait la valeur des 3 points, notamment dans les corners, ça fait une énorme différence de chuter de premier jusqu'à 28e. Après, en effet, c'est peut-être l'an dernier qui était une anomalie, parce que si tu reprends les chiffres depuis 5 ans, en fait, même plus de 5 ans, Chicago concédait 40%, 41, 42, 43, 35 une année, et donc de nouveau 42% dans les corners. Donc c'est peut-être l'an dernier aussi qui était une anomalie et qui a aidé à ce qu'on ait un defensive rating aussi élite. C'est un peu ça que tu nous dis, quoi. Ouais, c'est ça. Je voulais parler rapidement de la saison 2022. Donc c'est la saison où il y a Lonzo Ball qui est pas encore blessé, où Chicago explose, où finalement l'équipe a le 22e rating défensif, donc sur toute la saison, alors que finalement elle concède, il y a l'efficacité dans les corners des équipes adverses, elle est cette saison-là de 42,9%, soit la pire marque de NBA. Ouais. En fait, c'est vraiment, moi j'ai cette impression que la saison 2023 c'était une exception. Et que finalement, sur une réussite assez normale des équipes adverses, forcément, quand tu laisses beaucoup de 3 points dans les corners ouverts, c'est le tir le plus rémunérateur et forcément, tu le payes directement dans ton rating défensif côté Chicago. Alors après, c'est vrai que c'est une explication, mais il n'y a pas que ça, pour moi. Il n'y a pas que ça, parce que, tu vois, au final, sur une défense ou une attaque, il y a ce qu'on appelle les 4 facteurs stats, les 4 factors. En fait, si on s'y intéresse de plus près, donc les 4, c'est l'adresse autorisée, les turnovers, le rebond et les lancers francs. Voilà, comment est-ce qu'on définit une attaque ou une défense. Et en l'occurrence, l'adresse autorisée, 23e cette année, mais déjà 17e l'an passé. Donc, pour le coup, tu vois, déjà l'an passé, 5e meilleure défense de NBA, mais en autorisant une adresse générale, pas que 3 points, mais générale, qui était déjà plutôt mauvaise, en tout cas moyen bon, quoi. Moyen mauvais, presque. 17e sur 30. Donc ça change pas trop. Ça bouge pas trop, alors un peu, mais pas tant que ça au niveau de l'adresse autorisée. Les turnovers, ça change pas trop non plus, puisque 6e meilleur l'an dernier en termes de création de turnovers, donc interception, encore 9e cette année, donc ça change pas trop. Par contre, il y a les 2 autres facteurs où ça change beaucoup, et on pourra développer ensuite tactiquement pourquoi, mais les deux autres domaines du jeu où ça souffre beaucoup, c'est le rebond et les lancers francs. C'est-à-dire qu'au rebond, Chicago était élite l'an dernier, 3e, il passe à 19e, en protection du rebond offensif, et les lancers francs aussi, qui sont des tirs extrêmement rémunérateurs, les lancers francs, on passe de 6e l'an dernier à 19e cette année. Bon, moi je peux pas m'empêcher de voir un peu
pourquoi pas une corrélation avec Drummond? Je ne sais pas. Non, je plaisante un peu, mais au-delà de ça, c'est vrai que pour moi, c'est la différence avec l'an dernier. Au-delà de la réussite dans les corners qui a pas aidé, on est d'accord. Mais au-delà de ça, c'est aussi Chicago qui perd un peu le jeu des possessions, comme on dit, et qui donne beaucoup de tirs rentables, même extrêmement rentables, que sont des lancers francs, alors qu'avant, c'était pas le cas. Et puis aussi les rebonds. Les rebonds où tu protèges pas du tout le rebond, et donc tu offres des deuxièmes chances à l'adversaire. Et ce qui fait que, du coup, t'as une mauvaise défense au final, comparé à l'an dernier, où tu arrivais un peu à limiter les dégâts avec ce rebond et ces lancers francs où tu étais très bon et où tu ne l'es plus. Ouais, bien sûr, c'est clairement ça. Et puis, même, alors là, c'est peut-être plus une question que j'ai envie de te poser, mais c'est par rapport à ce free throw rate. Entre l'année dernière et cette saison, finalement, c'est un chiffre qui est assez similaire. 19,7 l'année dernière, 19,6 cette saison. Sauf que tu passes, donc, comme tu l'as dit, de la 6e meilleure équipe à la 19e. Donc, Ouais. est-ce que ça traduit pas également une évolution dans du jeu de la ligue, là, et que Chicago s'est pas forcément adapté à cela? Adapté, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que si tu regardes le chiffre brut, ça bouge pas trop, mais je pense qu'il faut justement regarder le chiffre relativement aux autres, en fait. Parce que la performance... parce que, effectivement, l'arbitrage, notamment, évolue beaucoup, le spacing aussi, mais l'arbitrage. Et ce qui fait que, quel que soit en fait le chiffre brut, le but c'est où est-ce que tu te situes par rapport aux autres, quoi. Et que même si le chiffre brut est pareil, c'est ce qui ça n'a pas la même valeur, forcément. Donc il y a un peu cet aspect où, alors peut-être que comme tu dis, ils ont un certain type de schéma, comme tu décrivais, assez agressif, avec des aides un peu depuis les corners ou depuis l'aile pour protéger la raquette. Et que l'an dernier ça passait plus, et que cette année avec un arbitrage un peu plus facile, on va dire, il y a plus de fautes qui sont sifflées sur ces rotations un peu risquées, quoi, un peu agressives en tout cas. Donc peut-être ça participe également. Mais il y a les lancers francs et puis il y a aussi le rebond où c'est un peu c'est dommage, et c'est même beaucoup trop dommageable le fait d'offrir beaucoup trop de ces secondes chances finalement. Et là où c'est dommage, c'est que ça se rajoute à finalement le fait que déjà de base tu autorises un profil de tir qui est beaucoup trop rentable en fait, hein. C'est-à-dire que t'es assez mauvais au niveau du panier, t'es mauvais à 3 points, et par contre c'est bien, tu t'autorises que très très peu de tirs à mi-distance. Mais bon, est-ce qu'il faut être bon là-dedans? Ce serait un peu l'inverse, quoi. Limite, une bonne défense, c'est en NBA, enfin c'est pas limite, hein, une bonne défense, elle va plutôt inciter l'adversaire à prendre beaucoup de mi-distance, et notamment des longs tirs à 2 points. Là, c'est l'inverse. Chicago, de base, ils sont 20e en termes de fréquence au panier autorisé, donc beaucoup de tirs au panier. On l'a dit aussi, hein, en plus des tirs au panier, il y a aussi les lancers francs qui sont obtenus proches du panier où ils sont mauvais. Et puis 30e en termes de 3 points autorisés aussi. Bon, voilà, ça c'est clairement c'est pas le bon profil de tir de base. Donc si en plus tu autorises un rebond, une deuxième chance, une troisième chance, voilà, quoi, t'es un peu mort, quoi, défensivement, et donc c'est un peu ce qu'on a vu cette année, quoi. Ouais, c'est ça. Et forcément, quand t'as une attaque qui est inefficace et une défense qui devient inefficace, t'arrives sur une équipe inefficace, comme t'as pu le dire, où le net rating, là, forcément, il devient négatif, et c'est compliqué de viser plus haut. Ouais. T'es pas une bonne attaque, t'es pas une bonne défense, t'es pas une bonne équipe, quoi, en fait. Ou t'es une équipe moyenne. Assez logiquement, ouais. Non, mais c'est vrai que c'était surprenant par rapport à l'an dernier. Est-ce que toi tu vois des différences énormes par rapport à l'an dernier, alors schématiquement ou même en termes de personnel? Comment ça se fait que le rebond a autant souffert? Comment ça se fait que les lancers francs ont autant souffert? Est-ce que c'est juste l'arbitrage? Mais tu vois, au niveau des rebonds par exemple, c'est un peu étonnant, quoi, parce que il me semble pas que la rotation intérieure des Bulls s'est tant changée que ça, hein, finalement. En fait, cette année, on a quand même eu par séquence la doublette Vucevic-Drummond. Donc c'est assez particulier de se dire que tu prends moins de rebonds, alors que sur le papier, tu as deux joueurs qui doivent justement te permettre de prendre plus de rebonds. Mais je pense qu'il faut le prendre dans le sens inverse, et c'est plus dans le sens où quand les deux étaient ensemble sur le parquet, du coup un des deux devait souvent défendre à l'extérieur, ce qui fait que il y avait des retards sur les close-out, donc des aides derrière, et donc tu te retrouves avec des fois un Patrick Williams ou un Kobe White qui doit venir compenser au rebond face à l'intérieur adverse. Ouais. Et ça, immédiatement, tu le payes. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi le fait que Billy Donovan s'entête à essayer de jouer avec Patrick Williams ou DeMar DeRozan en soutien de Vucevic à l'intérieur. Donc, c'est pas des vrais intérieurs à proprement parler, hein, c'est des ailiers. Mais donc, du coup, ces deux-là doivent souvent affronter des joueurs qui sont plus physiques au rebond. Et en fait, pour moi, l'exemple parfait sur ça, c'est Patrick Williams. Patrick Williams, on le vend comme un 3&D, sauf que dans les faits, on l'utilise également comme un stopper des postes 1 à 5, alors que je pense que c'est aujourd'hui c'est trop lui en demander aujourd'hui.
Non, mais effectivement, pour moi, c'est un peu l'explication. C'est l'aspect où on a eu beaucoup plus de line-up plus petit, peut-être pour de l'attaque. Sauf que malheureusement, comme tu l'as décrit aussi tout à l'heure, il n'y a peut-être pas eu la conséquence, il n'y a pas eu le bonus offensif de line-up plus petit, alors que il y a eu le malus de certains line-up plus petits, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ok, mais on peut avancer si tu veux bien. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour les Chicago Bulls 2024? Donc ma deuxième stat, c'est 44. Ouais. Et c'est le nombre de matchs qui s'est joué dans le clutch pour Chicago cette saison, hein, donc selon NBA.com. Ouais. Et donc ce qui représente la 3e plus grande marque de la ligue. Est-ce que c'est pas une habitude ça chez les Bulls? Exactement, c'est ce que j'allais, c'est un peu ce que je voulais dire. Déjà, juste pour revenir rapidement sur le terme de clutch, donc c'est les 5 dernières minutes, ça concerne donc les 5 dernières minutes d'un match avec un écart maximum de 5 points. Donc en fait, c'est un peu une statistique vague parce que bon, je vous l'aviez expliqué l'année dernière, je crois avec Antoine Demag, où ça peut être pourquoi c'est pas 6 minutes ou etc. Oui, c'est arbitraire quoi. C'est ça exactement. Donc en soi c'est pas ça qui est intéressant, c'est plus le fait que Chicago est une équipe qui a du mal à se faciliter les matchs, que ce soit notamment contre les petites équipes en fait. À aucun moment Chicago arrive à prendre largement le large, à s'assurer des fins de match faciles. Il y a toujours des coups de moins bien et en fait dans les moments faibles, Chicago plonge complètement. Donc, ce qui fait que tu te retrouves avec une équipe qui peut faire un run de 10-0 et encaisser derrière un run de 13-0. Donc, tu es toujours dans des fins de match compliquées. Et il y a une statistique qui est assez marrante, mais les deux finalistes de cette saison, donc Boston et Dallas, ils étaient respectivement 25e et 29e sur 30 en termes de matchs joués dans le clutch en régulière. Ouais. Donc, en fait, je pense que ça indique un peu cette fragilité sur le terrain et sur arriver à gérer ces moments compliqués. Moi, je les ai même 28 et 29, Boston d'accord, j'ai dû faire une petite erreur alors. Ah non, mais parce qu'en fait, ils sont plusieurs. Non, mais effectivement, ils sont plusieurs à 33 matchs. Donc Boston à égalité. Tu vois, il y a plusieurs 25e. Bref. Ouais. oui, c'est ça. Voilà, effectivement. Non, mais tout à fait. Non, mais bon, comme tu dis. Mais c'est un peu une habitude, finalement, côté Chicago. Donc 44 matchs qui sont joués dans le clutch. C'est 3e de NBA cette année. Et je pense que c'est aussi un élément qui explique une autre stat assez marrante. Alors là, comment dire, on est dans la stat un peu abstraite, mais vous allez voir que c'est marrant. C'est tu connais le win differential, toi, peut-être sans doute déjà. C'est-à-dire que on a le net rating, donc quel jeu tu produis pour de vrai, le différentiel attaque-défense, ça c'est le net rating. Et à partir de ça, on extrapole, on dit, vu que tu produis, je sais pas moi, plus 1,3% de possession, on projette en gros un expected win, on projette que tu devrais avoir tant de victoires. Et ensuite, on fait la différence entre les victoires projetées en se basant sur le fond de jeu et les victoires réelles. Bref, et ce qui est marrant avec les Bulls, c'est qu'ils alternent beaucoup d'une année à l'autre. Et donc, notamment, il y a 2 ans, en 2022, il y a 2 ans maintenant, 3 ans, bref. 2022, c'était le meilleur win differential de toute la NBA parce que c'était l'année donc 2022. Donc c'est quand DeMar DeRozan fait ses deux buzzer beaters back-to-back là, cette année-là où ils étaient excellentissimes dans le clutch. Et donc ils avaient eu plus de victoires que leur différentiel ne semblait le suggérer parce qu'il y a plein de fins de match où ils avaient réussi à avoir ces victoires-là. Et puis 2023, l'inverse, c'est-à-dire qu'ils étaient de nouveau beaucoup moins de victoires par rapport aux victoires attendues. Donc là, c'était l'effet inverse. Et là, de nouveau, on est remonté, alors peut-être pas premier du classement, mais je crois qu'on est 5e, 6e cette année en termes de win differential. Donc c'est marrant, c'est marrant. Il y a un peu ce côté clutch et ce côté fin de match qui, en fait, à chaque fois, tu as l'impression, ou je caricature un peu, mais ça se joue beaucoup au clutch parce que, en fait, on a aussi affaire à une équipe qui n'est pas une équipe un peu, entre guillemets, transcendante ou implacable. Donc, ça se joue beaucoup aux fins de match. Et donc, voilà, le clutch, c'est aussi pas mal de petits échantillons. Donc, ça peut aussi expliquer cette grande variance parce que d'une saison à l'autre, c'est tellement des petits échantillons que ça se normalise pas, quoi. Donc, tu peux avoir des résultats finalement assez différents alors que tu as une certaine stabilité, entre guillemets, sur le fond de jeu proposé, mais d'une année à l'autre, tu vas faire 5 victoires ou 6 de plus ou de moins que l'année d'avant parce que tu as ces fins de match un peu disputées qui peuvent tomber d'un côté ou de l'autre, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est marrant, c'est que dans le clutch, donc là, tout à l'heure, on a dit que Chicago avait une mauvaise attaque et une mauvaise défense. Sauf que dans le clutch, c'est complètement l'inverse parce qu'elle a la 5e meilleure attaque en termes de net rating, ouais. Et la meilleure défense.
Donc, en fait, je pense que c'est vraiment ce petit volume qui explique ces chiffres qui sont quand même assez incroyables et le fait que c'est pile ou face. Et là, cette saison, on a eu de la chance et tombé du bon côté, mais peut-être que sur les années futures, si ça devait se renouveler, ça serait pas pareil. Donc finalement, en fait, ça pose des questions sur la réelle solidité de ce groupe et sur D'ailleurs, on l'a vu, hein, c'est une équipe qui est même pas allée en playoff, qui s'est fait éliminer au play-in pour la deuxième année consécutive contre Miami. Mais en fait, direct, on voit que c'est une équipe qui a quand même un plafond et qui, même si elle peut survivre sur les exploits de DeRozan ou quoi que ce soit, à terme, c'est pas viable. Et je pense que la différence cette saison, c'est qu'on a quand même eu un Caruso qui a été exceptionnel dans le clutch défensif. Où moi j'ai des souvenirs en tête où plusieurs fois, en fait, sans forcément faire une interception ou un contre, il va juste faire la rotation dans le bon timing. Ouais, et enfin, c'est assez exceptionnel, mais je suis pas sûr que c'est vraiment ce qui soit viable pour une équipe. Ouais, effectivement. Bon, après, là, on est dans le bilan 2024, mais a priori, donc tu n'auras plus DeRozan, tu seras plus en 2025 dans ce modèle-là. On verra qu'est-ce qu'il en est. On en parlera. Mais alors, du coup, sauf tu as autre chose à rajouter, tu me dis, sinon je peux donner ma deuxième stat du jour. Comme ça, on va un peu continuer à parler de ça. Mais moi, c'est 887. C'était le nombre de possessions jouées ensemble du line-up le plus utilisé. Et ce line-up, est-ce que tu le connais d'ailleurs? Est-ce que tu arriverais à le deviner ou pas, ce line-up le plus utilisé? Alors de tête, je dirais qu'il y a Kobe White, Ouais. Ayo Dosunmu, Tout à fait. Nikola Vucevic, Oui. Caruso. Oui. J'ai un doute sur le dernier. DeRozan? Exactement, DeRozan, oui. DeRozan, ouais, tout à fait. Donc Kobe White, Ayo Dosunmu, Caruso, DeRozan et Vucevic. Et en effet, pourquoi est-ce que je voulais parler de ce line-up? Parce que c'était bien ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur le côté small ball line-up. Mais voilà, le line-up le plus utilisé de Chicago cette saison, c'est celui avec DeRozan en poste 4, entre guillemets. Mais en gros, avec un pivot et 4 vrais extérieurs, hein, pour le coup, et pas des grands extérieurs. Et je crois que le deuxième le plus utilisé, c'était avec Lavine en plus, qui est un peu plus grand, mais qui n'a pas du tout la taille et la défense fonctionnelle. Enfin, il n'a pas une défense fonctionnelle par rapport à sa taille non plus, quoi. Donc, c'est quand même pour moi joué relativement petit. Mais voilà, c'est vrai que ce repositionnement de DeRozan un peu poste 4 sur certaines séquences, entre guillemets poste 4, hein, ça veut rien dire, mais c'est en gros d'avoir 4 extérieurs. C'est aussi, je pense, qui explique ce côté, le rebond défensif où tu as pas mal souffert. Mine de rien, sans trop en avoir le bonus offensif, comme on disait tout à l'heure. Mais je pense que ça illustre aussi, puisqu'on est dans le bilan de 2024, je sais pas ce que tu en penses, mais ça illustre aussi le fait que on avait un effectif qui était un peu déchiré en deux, d'une certaine manière, avec pas mal de talent, comme on le voit, hein, sur la ligne extérieure, avec Dosunmu qui s'affirme dans un rôle de 3&D, on en parlera peut-être, mais Caruso aussi, élite là-dedans, l'émergence de Kobe White aussi dans un rôle majeur, DeRozan évidemment. Donc ça d'un côté. De l'autre côté, Drummond ou Vucevic. Mais c'est vrai qu'il manquait un peu de lien entre les deux, quoi. Ça manque un peu, cette saison, ça a beaucoup manqué de poste 3, poste 4 et un peu de cette profondeur d'aile qui, en plus, en NBA, en 2024, est assez primordiale. Or, Chicago, il leur manquait un peu ça, quoi. Il leur manquait ce lien entre les postes vraiment extérieurs, poste 1 et 2, et puis les pivots, quoi. Ouais, c'est ça. Par exemple, Javonte Green avait été excellent dans ce rôle de poste 4 les années précédentes. Et c'est vrai que quand t'as pas ce joueur qui arrive à faire ce lien entre les extérieurs et les intérieurs, forcément c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué donc à la fois en attaque et en défense. Et tu demandes du coup des missions défensives et offensives à des joueurs comme DeRozan qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, DeRozan, faut se rappeler que c'est quand même un arrière de formation. C'est ça, ouais. Enfin, je sais qu'on parle de spacing et de 5 out ou quoi que ce soit, mais enfin, un 5 out efficace, c'est quand t'as quand même des joueurs qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois, qui peuvent occuper plusieurs postes, ou en tout cas, qui peuvent réaliser plusieurs missions différentes. Or là, c'est trop demandé à ces joueurs-là. Ouais. Non, mais effectivement, c'est un peu étonnant en tout cas de voir autant. Alors après, il y a une bonne manière de voir les choses, c'est qu'en effet, tu as l'émergence de pas mal de talents, entre guillemets, en tout cas de bons joueurs de compétences sur les lignes extérieures. Je pense qu'on parlera de Kobe White et de son année, Dosunmu aussi, DeMar DeRozan qui est toujours là, Caruso, qui est parti, mais qui est aussi une énorme satisfaction de la saison après son année dernière. Mais je voulais aussi parler de ça parce que, il y a un peu ce truc marrant de, on met de line-up plus petit, et du coup, on le paye un peu en défense sans avoir le bonus en attaque. Par contre, c'est vrai que dans ce côté, on n'a pas le bonus en attaque, on l'a dit au niveau de l'offensive rating général, mais surtout, 30e sur 30 en termes de contre-attaque.
Et ça, c'est un peu particulier, quoi. Parce que si, voilà, c'est un peu les vases communicants, c'est un peu chaque configuration a ses forces et ses faiblesses. Mais a priori, si tu joues petit, tu te dis, bon, ben, on va souffrir en défense, mais on aura certains avantages de la taille, parce que les joueurs plus petits sont plus rapides aussi, et voilà, c'est plus facile de développer un jeu en transition. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas du tout été le cas, 30e sur 30 en fréquence de contre-attaque cette saison. Voilà, c'est un peu dommage, parce que là aussi, c'était peut-être un moyen d'aller chercher des points faciles qui n'a pas vraiment été fait, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, il y a le personnel. Ayo Dosunmu, c'est quand même un super joueur sur de la transition. Oui. C'est dommage de pas l'exploiter davantage sur ça. Et quand on regarde finalement depuis l'arrivée de Billy Donovan en 2020, Chicago est toujours à minima 26e sur 30 en termes d'actions jouées sur demi-terrain. Du coup, en transition, comme tu l'as dit, c'est l'inverse, mais c'est catastrophique. Et certes, t'es efficace en transition, t'as des bons chiffres d'efficacité, mais vu que le volume est tellement faible que finalement, ça en devient assez futile, ce type d'action. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que je pouvais comprendre un peu l'effet stratégique de dire, bon, on se projette pas hyper vite en transition, mais parce que on priorise le rebond. On priorise prendre le rebond défensif, et puis voilà. Donc, en effet, sur les 3 premières années de Billy Donovan, première défense du rebond en 2021, enfin, premier rebond défensif du coup, 8e, donc encore top 10 l'année d'après, 2022, 3e l'an dernier, et là, donc, on l'a dit, 19e, donc on a beaucoup chuté au rebond. Mais c'est là où ça colle pas, quoi. T'as que les inconvénients des deux côtés, quoi. Tu alors que, bien sûr. Voilà, tu vois, si tu me dis sur les dernières années, tu dis, bon, on n'a pas de transition, c'est frustrant, je t'aurais dit, oui, mais en même temps, c'est stratégique, c'est pour mieux sécuriser le rebond défensif, ça se comprend. Là, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage parce qu'on n'a pas ça. Bref, donc c'était aussi pour ça que je voulais en parler, mais l'autre raison, c'est aussi, line-up le plus utilisé de Chicago, 887 possessions, c'est quand même beaucoup, hein. Bon, les tout meilleurs peuvent aller taper dans les 2000 possessions jouées ensemble, mais c'est un peu des anomalies. 800, c'est quand même beaucoup. Mais bref, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Quelles sont les fondations pour l'an prochain? Et il n'y en a pas trop, quoi, parce que, bon, Kobe White, ok, Ayo Dosunmu, ok, mais Caruso, il est parti. DeRozan, il est parti. Vucevic, il devrait être échangé. Zach LaVine, si on le rajoute aussi à ce noyau dur, pourrait aussi être échangé. Je te pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour l'an prochain, quoi? Parce que là, clairement, le noyau dur de cette année, l'an prochain ne sera plus trop là. En tout cas, en grande partie, ne sera plus là. Est-ce qu'on part enfin sur une fameuse reconstruction? Alors, je pense que ça en prend le chemin, là, que ce soit déjà avec l'arrivée de Josh Giddey ou la draft de Butzelis, c'est vraiment l'objectif, là, c'est de repartir sur de la jeunesse. Mais même la signature de Jalen Smith, oui, voilà, le pivot, c'est une excellente signature pour faire du cercle à cercle, c'est parfait. Donc, en fait, j'espère surtout que Chicago va apprendre de ses erreurs et que là, avec un effectif plus jeune, et va pouvoir en fait proposer plus de transitions justement, quitte après à être moins efficace au rebond, même si cette année c'était déjà mauvais, donc au pire, faire pire, c'est pas très grave, hein. Donc, en fait, j'espère vraiment qu'on va avoir un changement dans le jeu proposé, parce que finalement, depuis 2-3 ans, c'est toujours la même chose. Et on a vu que ça fonctionnait pas. Ouais, je pense que déjà, tu vas changer DeRozan, ça va changer complètement l'identité, hein, parce que ton identité, c'est aussi beaucoup avec DeRozan, mais est-ce qu'on s'avance si on dit que... Enfin non, on s'avance pas, il y a eu plein de rumeurs, mais on a vu que Vucevic et LaVine, on serait plutôt enclin à les échanger, et donc à complètement tourner la page, hein, de ce cycle-là, mais sauf qu'on n'y arrive pas encore totalement. Ouais, c'est ça. Et puis, faut pas oublier qu'il y a le prochain pick de draft là de 2025 qui est protégé top 10 ou qui sinon va à San Antonio. Donc, t'as ce besoin aussi d'être, j'ai envie de dire, mauvais si tu veux vraiment reconstruire. Mais est-ce que si tu gardes Zach LaVine trop longtemps, tu vas pas devenir trop fort ou quoi que ce soit? Pareil, Zach LaVine, il a un contrat où il représente 30% du cap jusqu'en 2027. C'est quand même beaucoup, sachant ce qu'il a montré les 2 dernières saisons, même si après ça peut être un super joueur dans une équipe contender, mais aujourd'hui sa valeur elle est presque nulle, elle est même négative, j'ai envie de dire, presque. Vucevic, il a encore 20 millions l'an prochain et 20 millions en 2026, donc voilà, mais je crois que lui, le problème, c'est pas tant le salaire, quoi. C'est, à la limite, LaVine, on pourra en reparler, mais c'est un côté, est-ce que c'est rentable ou pas par rapport au salaire? Oui, peut-être un peu oui, peut-être un peu non, etc. Vucevic, je pense que la valeur, elle est vraiment à zéro, quoi. Ouais, en fait, le problème de Vucevic, c'est que quand
contender, pourquoi est-ce que tu irais recruter, échanger pour Vucevic? Enfin, aujourd'hui, il n'y a aucune équipe contender qui a besoin de son profil et surtout à ce prix-là. Donc, le contrat est pour moi assez honnête dans les standards de 2024. Mais en fait, c'est juste la valeur sportive qui là tue tout et qui rend compliqué son trade. Et pourquoi est-ce que le pick est protégé? Enfin, pourquoi ça part à San Antonio déjà? C'était quoi comme échange? C'était dans le sign and trade de DeMar DeRozan. Ah, d'accord, ok. Donc il y a quelques années alors. 2021. C'était 2021, c'est ça exactement. Ok. Donc il est protégé top 10 en 25 et je crois que c'est top 8 en 26 ou 27, si jamais c'est pas parti avant. Tu me diras, si le but c'est de tanker pour garder ce pick, parce que c'est protégé top 10, et qu'il n'arrive pas à échanger Vucevic, bah, peut-être que le meilleur calcul c'est justement de le faire jouer, peut-être. C'est ça, oui. Même j'ai lu de faire jouer Lavine, Giddey, White ensemble, quitte à se faire exploser défensivement pour justement perdre des matchs. Je sais pas quelle est la meilleure formule là techniquement. Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour les Chicago Bulls 2024? Ma stat, c'est 40%, et c'est le pourcentage de victoire des Bulls quand Zach LaVine était sur le terrain cette saison. Ah, alors, à titre de comparaison, quand il était absent, ce chiffre était de 50,8%. Bon, quand on le dit tel quel, au final, Chicago finit la saison, donc si je me trompe pas, à 39 victoires. Donc bon, 50,8%, c'est proche des 38-39 victoires, donc c'est pas très important ça. Ce que je veux plutôt dire en fait avec cette stat, c'est que on a vu un Zach LaVine en grande difficulté cette année, surtout physiquement. Où si on reprend les stats brutes, c'est 19, c'est presque 20 points de moyenne, 5 rebonds et 4 passes, avec des pourcentages en baisse. Et ça en fait c'est parce que Zach LaVine a beaucoup forcé sur le début de saison. Il a beaucoup forcé, pris des tirs qui étaient très compliqués, des drives qui étaient forcés où il vient s'empaler sur son adversaire et il lève les bras en l'air immédiatement pour réclamer la faute. Et c'est vrai que ça c'est le Zach LaVine qu'on n'aime pas forcément. Parce que c'est un joueur qui, quand il est comme ça, en fait, il va réclamer constamment et même plus faire les efforts derrière en défense. Où ça a jamais été un grand défenseur, mais alors quand il met même pas l'envie, ça devient catastrophique parce que Zach LaVine, c'est là où il y avait un avantage les saisons précédentes parce qu'il apportait offensivement. Tu pouvais dire même si en défense c'est un peu moins bien, c'est pas tant problématique que ça. Sauf que cette saison, ça n'a pas du tout été le cas. Et si on prend dans les stats, l'offensive rating des Bulls, donc il était à 111,7 points par 100 possessions avec LaVine, contre 116,2 quand il était sur le banc ou quand il jouait pas. À titre de comparaison, entre 2021 et 2023, les chiffres d'offensive rating étaient de 114,2 avec lui et 113,4 sans lui. Donc il y avait une légère amélioration quand il était là. Donc finalement, avant c'était mieux, alors que là cette année c'était moins bien. Voilà, c'est ça. Alors en fait, donc c'est selon PBP Stats, mais donc là très grossièrement, l'offensive rating quand il était là des Bulls c'était de moins 4,5 points, alors que les années précédentes c'était plus 0,8 points. Alors loin de moi l'idée d'empêcher un fan des Bulls de râler sur Zach LaVine. Au contraire. Mais j'avais aussi une stat sur lui, moi c'était 25, c'est le nombre de matchs. C'est ça, exactement. Le nombre de matchs de Zach LaVine. Et c'est vrai que, en fait, moi je l'aime bien, sans doute plus que la moyenne, d'après ce que je vois. Et j'entends les mauvaises stats, mais bon, pour moi c'est un échantillon qui est non seulement trop petit pour être représentatif, mais surtout un échantillon qui n'a pas la nature de l'échantillon n'est pas représentative elle-même non plus. Au-delà même de la taille, c'est qu'on est sur une saison de bauderie, quoi. En plus des blessures, comme il y a eu ce début de saison où il a joué normalement, et puis ensuite il s'est blessé, et puis ensuite il y a eu toute l'affaire, c'est pas non plus une affaire, mais la guerre un peu médiatique qu'il y a eu début décembre entre d'un coup le Shams Charania, donc un peu plutôt l'insider des joueurs qui sort des trucs comme quoi. Enfin bref, on se dirige vers la sortie, le trade. Non, finalement, la blessure elle est longue et tout. Et puis dès le lendemain, littéralement 24 heures plus tard, tu as Wojnarowski, l'insider des front office, qui débarque sur le plateau ESPN pour dire non, mais le front office ne compte pas du tout échanger Zach LaVine et tout. Donc voilà, bref, petite guerre médiatique. Mais en gros,
Il y a eu ça, et puis il a joué quoi, 7 matchs en janvier à peine, et puis ensuite c'était fini quoi. Donc je pense que la saison a été extrêmement compliquée, et je pense qu'en fait on se dirige vers un divorce, c'est juste qu'on n'arrive pas à finaliser les papiers quoi, grosso modo, parce que bon, moi je le trouve hyper intéressant, c'est pour moi un finisseur d'élite, et le problème de son profil c'est que c'est pas un créateur en fait, c'est pas du tout un créateur, c'est pas un mec qui va créer pour autrui, autour de qui tu peux faire une attaque, mais ça peut être un excellent finisseur parce que qualité athlétique, d'explosivité et tout en finition, mais surtout shoot d'élite. Donc moi j'aime beaucoup et j'aurais bien aimé le voir, tu vois, à Dallas à côté de Doncic ou dans des contextes comme ça où il n'a pas de la création à faire. Mais le problème c'est qu'on n'a pas ça, et donc on a cette situation qui traîne alors que lui veut partir quoi. Et je pense que l'an dernier c'était un peu ça, c'est-à-dire on avait un mec qui râlait alors qu'il était blessé aussi hein, évidemment, mais qui a peut-être pas voulu forcer pour revenir, qui en début de saison quand il jouait, il était pas bon, il mettait peut-être même un mauvais esprit aussi. Je crois que la relation avec Donovan elle est pas top non plus hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, il y a eu plusieurs sorties où Zach LaVine s'est plaint indirectement du coaching de Donovan, où il s'est plaint de l'équipe enfin juste après les matchs, et après même quand on le repose la question en conférence de presse, il maintient ces propos-là. Donc en fait c'est vrai que d'un point de vue leadership, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, surtout que il avait montré de belles choses durant les années très compliquées avant l'arrivée de Billy Donovan. Ouais, non mais effectivement, mais toute la question c'est, encore une fois, moi je l'aime bien sportivement dans un certain rôle qui n'est pas le rôle d'un créateur, qui n'est pas le rôle d'une tête d'affiche, d'un leader, etc. Mais après le problème c'est que on peut me répondre aussi, t'es bien gentil avec ton finisseur, mais un finisseur qui est pas top en défense et qui est payé 43 millions l'année sur encore 2 ans, voire 3, il a une player option, mais je pense qu'il la prendra pas, mais c'est vrai que ça fait cher quoi. Et je pense que la chance qu'aura Chicago, c'est peut-être que, tu vois, une équipe comme Orlando a besoin de shoot, donc pourquoi pas, ou des équipes comme ça, mais voilà, en tout cas pour cette année, moi, personnellement, je suis prêt à tout mettre un peu à la poubelle comme stat et comme niveau de jeu, parce que c'était pas le vrai Lavine, parce qu'il râle et tout, et c'est pas pour lui retirer, enfin, c'est pas pour lui enlever du discrédit et le fait que oui, c'est pas bien de râler, c'est pas bien d'être mauvais, c'est pas bien de forcer, mais je veux dire peut-être que le vrai Lavine c'est pas exactement celui qu'on a eu cette année quoi en fait. Ouais, non mais bien sûr, je pense même que dans un meilleur contexte on peut avoir une rédemption entre guillemets à la Andrew Wiggins en 2022 ou Aaron Gordon avec Denver. Oui, en fait c'est s'il arrive à trouver la bonne franchise pour le mettre en avant. Mais c'est vrai que là... Surtout que lui aussi, un draft 2014, donc la rédemption, c'est que les mecs de 2014. Apparemment, c'est Wiggins, Gordon, Zach LaVine. Non, mais c'est ça. Et puis, comme tu l'as dit, ça reste quand même un scoreur d'élite, c'est un scoreur aux 3 niveaux, donc qui est quand même, s'il est bien entouré, ça peut être vraiment idéal. Mais oui, après, il va falloir que lui aussi progresse, par exemple, dans son jeu off-ball. Alors, est-ce que c'est le contexte de Chicago qui fait qu'il a jamais développé ça, ou est-ce que c'est lui qui ne l'a jamais développé de son plein gré? En fait, c'est peut-être ce qu'on va commencer à voir la saison prochaine s'il reste à Chicago ou s'il va dans une autre équipe. Alors, t'as peut-être pas connu, toi, du coup, t'es peut-être un peu jeune, mais c'est marrant, c'est marrant. Le développement, en effet, d'un joueur est beaucoup marqué aussi parce que lui veut faire, notamment. Et tu vois, on peut parler du fait que depuis Minnesota, il va à Chicago, là où il y a la place, et donc il a pris la place. Et c'est peut-être un peu difficile une fois que t'es un peu installé, même si c'est dans une mauvaise équipe, si t'es quand même la première ou deuxième option d'une mauvaise équipe, t'as ton petit confort et voilà. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué de désapprendre certains trucs ou de reapprendre à bouger off-ball, etc. Mais non, mais c'est marrant parce que c'était même déjà le cas en fait. Tu remontes au tout début de sa carrière à UCLA. Moi, c'est un prospect que je détestais parce que bon, t'avais des qualités athlétiques qui étaient incroyables, t'avais du shoot, donc c'est un combo génial en termes de potentiel, mais qui voulait jouer meneur alors qu'il était pas du tout meneur, qui était catastrophique dans la prise de décision, dans le passing. Voilà, le Zach LaVine UCLA de 2014. C'est chaud quoi, il fallait se lever tôt pour et au final il m'a quand même donné tort largement parce que le développement qu'il a fait ensuite, voilà, tu vois tous les skills qu'il a actuellement, il avait rien quoi. Il avait vraiment rien, c'était le prospect très brut de décrochage à l'époque, à part les qualités athlétiques, il avait pas de ballon, il avait pas de skills ni rien. Donc c'est bien, mais je dis ça aussi pourquoi, parce que tu vois, pour aller dans ton sens, le côté dans la théorie, on se dit, ce serait bien qu'il réapprenne un autre truc, qu'il se remette dans un autre rôle, etc. Mais il y a aussi le parcours d'un joueur et son développement influe aussi sur le joueur qu'il est, quoi. Et le joueur qui va rester. Mais ce côté, je veux être un scoreur alors que je veux être un créateur alors que je le suis pas à la base. Il a quand même développé ça, il a forcé un peu les choses à Minnesota et encore plus ensuite à Chicago quand il y est arrivé. Donc on peut aussi se poser la question, en effet, de à quel point est-ce que si tu le mets à côté d'un vrai go-to guy ou deux, tu le mets à Dallas, à Denver, tu le mets, je sais pas moi, à côté de Banchero au Magic, tu le mets aux Sixers, n'importe où, je dis n'importe quoi, mais
à quel point est-ce que lui, en effet, va vouloir vraiment recommencer à bouger sans ballon, à s'impliquer un peu plus en défense, etc. Ça peut être des nuances, en effet, qu'on peut moins m'opposer si je fais l'argumentaire de il faudrait qu'un autre contexte il soit mieux. C'est pas sûr non plus, quoi. C'est pas sûr non plus. Et d'ailleurs, je rajoute que la situation contractuelle, on a un peu dit, mais 43 millions l'an prochain, 46 l'année d'après, en 2026, et après, il a une player option, 48 millions en 2027. Mais donc, a priori, à son âge, je pense qu'il va pas la prendre et il va retester le marché pour avoir un contrat plus long, a priori. Mais donc, ce qui veut dire que, techniquement, il reste plus que 2 ans de contrat, entre guillemets. Donc, s'il faut l'échanger, ce serait plutôt maintenant, quoi, Zach LaVine. Ouais, c'est ça, de pas arriver sur une situation où, comme avec Caruso, où à force d'attendre, finalement, tu obtiens une contrepartie qui est trop faible. C'est ça, Là, ouais. c'est vrai que en attendant, au final, il perd en valeur et pour ton équipe, pour la franchise, ça permet pas d'avancer. Et enfin, j'espère vraiment pour lui et pour la franchise que le deal va se faire avant le début de saison, parce que enfin là, on atteint un point de non-retour dans le sens où ça sert plus à rien. On voit les limites et même, enfin, c'est dommage de se dire qu'un joueur comme Zach LaVine aura été durant presque toute sa carrière dans des équipes très mauvaises. Enfin, Ouais. c'est assez dommage. Oui, parce que j'ai dit, moi je le détestais en tant que prospect. Je l'aime beaucoup depuis. Hein. Je pense que je suis beaucoup plus au-dessus de la moyenne que beaucoup depuis quelques années. Mais voilà, c'est un package particulier à utiliser de la bonne manière, je pense. Et il y a peut-être une erreur de casting dans ce côté, prendre plus de volume, prendre plus de responsabilités, ambition peut-être un peu trop grande, lui ou la franchise ou quoi que ce soit. Mais en effet, voilà, 22 ans, 4 matchs de playoff, quoi. C'était quoi? C'était il y a 2 ans, non? Avec C'est en Chicago. 2022, où Ouais, c'est même ça. il finit même pas la série parce que il est blessé. Donc finalement, c'est 4 matchs où il est à 50%. Ouais. Non, mais voilà, le niveau hors terrain, le divorce attend d'être consommé. Au niveau sur le terrain sportivement, ça fit pas du tout dans ce qu'on veut faire, hein, le nouveau cycle, etc. Donc effectivement, ce serait maintenant qu'il faudrait s'en séparer, mais encore faut-il trouver le bon deal. Mais comme tu dis aussi, si tu le trouves pas maintenant et si tu n'acceptes pas certaines offres maintenant, si plus t'attends, plus les offres vont être faibles, quoi. Parce que au moins maintenant, tu échanges 2 ans de contrat, potentiellement 3. Alors que s'il reste plus que 6 mois, personne va mettre un énorme prix pour 6 mois, quoi, a priori. Donc voilà, c'est un peu le problème, en effet, de Zach LaVine. Bon, année à oublier, mais on espère qu'on en retrouvera des meilleurs plus tard. Alors, du coup, ma troisième... sauf de choses à rajouter Non, sur Zach LaVine, c'est tu me dis. bon. Non, c'est bon, c'est bon. Alors moi, ma troisième stat du jour, tiens, je vais partir sur celle-ci. Alors c'est 8,4. 8,4, c'est le shooting foul percentage de notre ami Patrick Williams. Est-ce que tu l'avais un peu, celle-ci, ou pas? J'avais pas cette stat-là à proprement parler, mais oui, j'avais un truc autour de Patrick Williams. Alors, qu'est-ce que le shooting foul percentage? C'est la capacité, le pourcentage de fautes provoquées pendant une tentative de tir. Voilà, donc c'est pas les fautes en général, mais pendant une tentative de tir, pardon. Donc vraiment la provocation pour le coup. Et le problème, c'est que donc 8%, on sait pas trop à quoi ça correspond, mais c'est 26e centile. Donc à pas mieux que 26% des joueurs à son poste. Donc ça, on a ça d'un côté. Et de l'autre côté, 40% à 3 points. Et même en carrière, on est à 41% sur un volume qui est pas grand, hein, sur 3 par match quasiment. Mais je voulais un peu parler de ça parce que c'est un peu un paradoxe, j'ai l'impression, avec Patrick Williams, où il y a un peu une vision du joueur et ensuite il y a la réalité qui est un peu différente, parce que avec ses mensurations physiques et sa défense, on se dit ouais, c'est le gros ailier un peu costaud, un peu agressif, etc. Alors qu'en fait son jeu, c'est, enfin toi t'es fan des Bulls, tu le sais, mais c'est totalement l'inverse en fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui, voilà, ne provoque pas de faute, n'a pas trop cette agressivité, ce côté puissant au panier, de faire des drives, d'attaquer le contact, etc. Ça il a pas. Mais par contre, c'est un joueur qui a un peu plus la finesse, un peu de 40% à 3 points, quoi. Alors pas gros volume, mais un shoot qui tout de même est là. Et c'est un peu atypique, parce que tu vois, t'as des joueurs dont le jeu ressemble beaucoup plus à leur physique, entre guillemets. Tu vois, un mec comme Oscar Thompson, par exemple, gros défenseur extérieur, athlétique, etc. Bon, mais voilà, Oscar Thompson, son jeu ressemble à ça. C'est-à-dire, mais il a pas de shoot, il prend pas de shoot, aucun toucher de balle, et il est extrêmement agressif, plein de fautes provoquées au panier, voilà, ok. Patrick Williams, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que, ok, gros défenseur d'aile assez costaud, assez puissant et très bon, enfin, bon défenseur, tu me diras ce que t'en penses. Mais par contre, en attaque, c'est l'inverse. C'est-à-dire, pas trop l'agressivité au panier, pas trop le côté tranchant et punch, mais plutôt de la finesse et du shoot dans le périmètre. Donc voilà, un peu un prétexte pour parler de Patrick Williams. Je te laisse aussi développer des stats si t'en as sur lui. Mais c'est marrant, et il y a une autre question qui se pose avec lui, ça va être les blessures aussi pour la suite, quoi.
Ouais, c'est ça en fait avec Patrick Williams. Alors juste avant de parler de ma stat, j'avais pour revenir juste au shooting fall percentage, le chiffre donc c'est 8,5%, c'est ça pour Patrick Williams à peu près. Et ben pour OG Anunoby, on est pareil à 8,5%. Et je pense qu'en fait c'est un profil vers lequel doit ou va tendre Patrick Williams, parce que Patrick Williams depuis le début de sa carrière, c'est un joueur qu'on demande qu'il soit plus agressif et finalement on le voit pas tant que ça. Et c'est dommage parce que d'un côté il est pas agressif vers le cercle, mais en même temps il va prendre des fois des pull-up mi-distance assez étrangement compte tenu de son rôle actuel. Là par exemple, donc moi ma stat c'était 49,5% et c'était l'efficiency field goal percentage de Patrick Williams sur pull-up. Donc ça plaçait 43e sur 148 joueurs parmi ceux en tentant au moins 2 par match. Ouais, donc en fait, on peut se dire, c'est ça en fait, on peut se dire l'efficacité est là, mais en fait le volume est pas là et le volume ne décolle pas depuis le début de sa carrière. Et en fait, c'est ça qui pose problème. Je préférerais moi des fois le voir tenter beaucoup de pull-up à mi-distance et quitte à avoir une moins bonne efficacité, mais juste au moins de voir que le volume est là et après de travailler sur ça. Là, on le voit pas. Alors après, je pense qu'il y a le contexte également qui rentre en compte, dans le sens où quand tu as DeMar DeRozan dans ton effectif, c'est peut-être plus compliqué également d'avoir ces tickets de shoot là. Maintenant, c'est aussi à lui de se faire violence et ce on l'a vu par séquence être agressif balle en main. Il y a notamment au mois de décembre où il tourne à 14 points en prenant 10 tirs par match, mais finalement c'était juste pendant un mois et après tout le reste de la saison, il est redevenu le Patrick Williams qu'on connaît. Donc finalement, moi j'ai peur qu'à terme on aille vers un 3&D, comme peut l'être OG Anunoby, mais est-ce que c'est vraiment un stopper défensif comme OG? C'est là où je nuancerais cela. Ouais. Non, mais effectivement, c'est marrant que tu parles de Anunoby parce que OG Anunoby a un peu ça aussi, c'est-à-dire parfois la mauvaise version d'Anunoby c'était un physique impressionnant et notamment en défense, mais pas tant que ça utilisé en attaque malheureusement. Avec ce côté, j'aime bien développer un peu. Il a tenté beaucoup de développer son attaque et sans vraiment de succès. Et pas mal de pull-up et pas du tout le drive qui correspondrait ou le punch qui correspondrait à son physique Anunoby non plus. Et c'est vrai que c'est un peu pareil qu'avec Williams. Et je pense que dans les deux cas, il y a un peu un dribble qui est peut-être pas assez bon pour tirer profit complètement, notamment sur drive, de cette carcasse et de cette puissance assez imposante, quoi. Et je pense que Williams, c'est ça, hein, Patrick Williams, le pull-up est là, mais le dribble est peut-être pas encore génial, quoi. Donc on a ce côté où le joueur n'est pas autant fonctionnel peut-être qu'on voudrait. Et par ailleurs, tu vois, on parlait un peu de ça tout à l'heure, le côté des line-up très petits, 4 extérieurs plus Vucevic, et le manque de lien, en fait. À quel point c'est un échec ou pas, Patrick Williams? Parce que je pense que lui, quand il se fait drafter très haut en 2020, je crois, c'était un peu ça l'idée, quoi. C'est le rêve, c'est qu'il développe un peu son potentiel, et qu'il soit un peu cet ailier un peu à tout faire, voire même un peu plus, avec plus de potentiel. Au final, est-ce qu'on peut parler d'échec ou pas vraiment à cause des blessures? Je dirais pas forcément un échec, mais une petite déception. Ouais. Dans le sens où, en fait, peut-être qu'il a été drafté trop haut, peut-être que 4 c'était trop haut compte tenu de son niveau et du niveau qu'il peut atteindre. Maintenant, je pense qu'à terme ça peut rester un 3&D très bon, peut-être pas au niveau de Anunoby, mais en fait ça reste quand même un bon défenseur qui par ses segments peut défendre de nombreux postes. Il a également progressé sur son footwork défensif pour justement être meilleur face aux extérieurs adverses. Donc t'as un duo mobilité latérale et envergure qui est assez intéressant, et même dans ses lectures défensives on-ball, je le trouve meilleur, et off-ball aussi, où il est peut-être pas super dans les box-out, mais pour protéger le cercle, il vient faire les rotations en tout cas, ou en tout cas il vient faire ce que Billy Donovan lui demande. Donc ça sera peut-être pas un stopper défensif élite, mais ça peut devenir un très bon défenseur, et après en attaque, un joueur qui va mettre ses tirs à 3 points quand il est ouvert. Mais peut-être qu'on en attend beaucoup trop de lui. Oui, alors c'est vrai qu'on peut pas dire échec, parce que échec ce serait genre un bust en fait, un mec plus NBA, c'est pas du tout ça, mais c'est peut-être, comme tu dis, peut-être plutôt déception par rapport à un potentiel offensif plus grand qu'on lui prêtait, mais peut-être aussi que on s'est trompé à l'époque et qu'il y avait peut-être pas de raison de lui prêter ce potentiel. C'est peut-être ça aussi. Donc c'est peut-être juste un très bon role player qui a été drafté très haut en fait, hein, justement.
C'est ça, ouais, bah, c'est ça exactement. Et puis, enfin, ce qui est assez étrange quand même, c'est que avec Patrick Williams, il y a aucune saison où son true shooting plus est supérieur à la moyenne, mis à part en 2022, mais où la saison elle est tronquée parce qu'il joue que 17 matchs et il y a une surchauffe à 3 points. Donc en fait, finalement, c'est compliqué aujourd'hui de se dire que ça peut devenir plus qu'un role player parce que là, c'est un joueur qui a quand même un usage assez faible, mais qui a une efficacité qui est un peu en dessous de la moyenne de la ligue. Donc si tu lui donnes plus de ballons, j'ai peur que cette efficacité, elle plonge encore. Donc finalement, peut-être que on va se diriger sur un role player tout simplement. Je crains un peu parce que tu vois, on peut se dire, il a même pas 23 ans pour le coup. Donc on est encore tôt, mais c'est vrai que je sais pas à quel point est-ce que le dribble peut devenir fonctionnel et un peu tout débloquer, hein, tout ce qui est passing, capacité de faire des actions en mouvement, que ce soit passer ou aller scorer ou voilà, je suis pas sûr, mais en tout cas ça. Si le dribble pouvait se développer, ça débloquerait plein de choses. Ça, on est d'accord. Mais où est-ce qu'on en est d'ailleurs contractuellement? Il a été prolongé, hein, je crois, dernièrement. C'est ça. Ouais, il a été prolongé pour 90 millions sur 5 ans. Ouais. Donc ça fait à peu près du 22-23 millions par an. Donc ce qui reste dans les standards de 2024, je trouve pas si problématique que ça, surtout si tu es dans un processus de reconstruction. Donc ça fait peut-être cher payé, mais bon, Chicago vise rien non plus. Donc pourquoi pas, enfin moi ça me dérange pas tant que ça. Combien t'as dit? 90 sur 5 ans, 18 millions l'année? Ouais, bon, faut penser aussi qu'il y a un nouveau CBA avec des salaires, enfin, un budget salarial qui sera plus haut, donc les standards seront peut-être plus hauts. Ouais, non, 18 millions l'année, ouais, c'est un peu cher, mais en même temps, il y a une question aussi, tu peux pas le laisser partir pour rien, quoi. Donc tu le prolonges, quitte ensuite à l'échanger peut-être, mais voilà, en tout cas, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à année plus 4, draft plus 4, que le potentiel offensif, peut-être on tempère et qu'on a moins d'attentes aujourd'hui, quoi. Maintenant, si ça devient un bon élément de rotation, tant mieux, quoi. Et ça l'est déjà. Mais peut-être qu'on s'attend plus à ce qu'on ait une explosion et qu'il devienne un peu un go-to guy ou alors une option majeure en attaque. Ça, on peut le dire, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, enfin, moi souvent c'est ce que je dis et là je l'ai dit précédemment, mais s'il devient un OG Anunoby bis, bon moi oui, ça, cool. ça me va très bien. Donc ouais. C'est ça, c'est excellent. Alors c'est vraiment un peu le rêve, le rêve ultime, ça qu'il vienne OG Anunoby, mais s'il s'en rapproche, bon si déjà t'as Kobe White qui est davantage un joueur offensif, bon c'est pas très grave si à côté t'as d'autres joueurs un peu moins offensifs, justement, ça peut être complémentaire. Quelle est donc ta troisième ou quatrième? Je ne sais plus. Quatrième, non, c'est ça? Donc c'est 13,8 et c'est le nombre de drives par match de Kobe White. Ouais. Alors pourquoi je trouve que cette statistique elle est intéressante parce qu'elle traduit déjà des progrès au handle pour Kobe White. C'est vrai que les saisons précédentes, Kobe White c'était quand même un joueur où on le voyait très hésitant balle en main, qui savait pas vraiment quoi faire, pouvait perdre des balles bêtement en dribblant sur son pied ou quoi que ce soit. Là cette saison c'est beaucoup moins le cas et ça lui permet d'être plus agressif vers le cercle. Là où cette saison il a tenté 32% de ses tirs au panier contre 24% l'année dernière et tout en maintenant une efficacité qui est dans ses standards. Donc c'est pas élite, il est à 63% si je me trompe pas, mais c'est dans le 63e centile. Et peut-être qu'en fait il sera jamais un finisseur d'élite, mais le fait d'ajouter cette arme du drive lui ouvre des espaces pour lui. Oui, parce qu'en plus c'est pas censé être sa force, hein. On est plutôt sur un genre de pull-up de base. C'est ça, ouais. Je me suis amusé à comparer sur 36 minutes ses stats sur drive son nombre de drives par match l'année dernière et cette saison. L'année dernière, on est à 8,7 drives sur 36 minutes et cette année, donc, on est à 13,8 parce qu'il joue 36 minutes par match. Donc, en fait, il y a quand même une hausse qui est notable et qui, pour lui est super. Et en plus, on a vu qu'il y a une progression dans le footwork également où je trouve que maintenant, il arrive bien à changer de rythme, à décélérer puis accélérer très vite. Donc en fait, c'est super de rajouter ça et surtout quand on parle de son efficacité sur du catch and shoot. Mais effectivement, alors moi j'avais des stats aussi sur Kobe White. Moi j'avais 21. C'est son nombre de tirs, de field goal par 100 possessions. Et pourquoi est-ce que j'ai pris par 100 possessions? Parce que justement, en fait, la différence de minutage, elle est énorme, quoi. Elle est entre 23 minutes à peine l'an dernier, donc un joueur de rotation, mais pas plus. Cette année, plus de 36 cette année.
ce qui est vraiment assez énorme. Hein. Pour le coup, c'est non seulement un titulaire, mais un gros titulaire. Et le truc, c'est que donc, il n'y a pas que le minutage qui a augmenté. Parce que donc, quand on prend par 100 possessions jouées, ben, en fait, le total est monté donc, à 21, alors que l'an dernier, il était à 16 tirs par 100 possessions. Donc voilà, c'est pas juste je joue plus, mais je fais la même chose. En termes de volume, en tout cas, il y a aussi plus de possessions où bah, il a des responsabilités, contrairement à l'an dernier, je veux dire. Et après, ce qui est marrant, c'est que l'efficacité, par contre, elle bouge pas trop. Et même au-delà de l'efficacité, en fait, j'ai l'impression que l'intégralité de son jeu est un peu le même, mine de rien. C'est-à-dire que, ok, le temps de jeu a augmenté, ok, il a plus de responsabilités, mais au final, j'ai un peu l'impression qu'on a globalement le même joueur qu'avant. Ce qui, du coup, me vaut de quelques critiques, parce que on dirait que je nuance un peu les progrès de Kobe White, alors que non, je pense que déjà, faire la même chose sur un volume qui est bien plus gros, c'est déjà en soi faire un pas en avant, quoi, une amélioration, sans trop de soucis. Mais par contre, c'est vrai que le rendu par minute passée sur le terrain, ou en tout cas qu'est-ce qu'il fait dans le jeu concrètement, je trouve qu'on n'a pas tant que ça de différence. Donc efficacité, c'est la même que l'an dernier, donc 98 de true shooting plus, donc moins 2% d'efficacité par rapport à la moyenne l'an dernier et cette année, donc même niveau d'efficacité, avec un profil de tir qui est globalement pareil partout, une efficacité qui est globalement pareil partout, c'est-à-dire 37% à 3 points comme l'an dernier, 63% au panier, t'en as parlé, comme l'an dernier. Dans la short mi-distance, donc la zone des flotteurs, 42% comme l'an dernier. Le seul domaine où ça bouge, c'est sur les longs tirs de points, où il était à 42%, ce qui est bien. Dans la moyenne, ça a chuté à 32%, ce qui est moins bien, parce que peut-être aussi un volume plus gros, plus de tirs compliqués, etc. Mais par contre, c'est aussi bien compensé par un autre aspect, qui est peut-être le seul où il y a une vraie amélioration, pardon, c'est le contact, en fait. L'agressivité et le contact. T'en as parlé, toi, avec les drives, mais j'ai une autre stat aussi qui est pareil, hein, le shooting foul percentage, le nombre de fautes provoquées sur des tentatives de tir. Et là, le score a doublé. Il est passé de extrêmement mauvais à correct, on va dire, donc c'est toujours pas fabuleux, mais le score a fait x2 de quasiment de 5% à quasiment 9% de shooting foul percentage. Comme dit, c'est toujours pas un excellent score, mais c'est quand même double de ce qu'il faisait l'an dernier. Et ce qui fait que voilà, il est moins bon sur les longs tirs à 2 points, mais il compense un peu avec cette agressivité sur drive et un peu sur le lancer franc, même si c'est toujours pas génial. Mais tu vois, pareil, hein, au niveau de efficacité en fin de drive, c'est globalement la même chose. Hein, 1,13 contre 1,09 points par tir en fin de drive. Au niveau du passing, exactement la même tendance à faire des passes par rapport à son nombre de ballons que l'an dernier. C'est-à-dire que plus de responsabilités, ok, mais par nombre de ballons qui touchent, à peu près le même nombre d'assists, hein, mine de rien, 0,86 de ratio de playmaking, à peu près le même nombre de turnovers. Bref, en fait, on a globalement le même joueur, je trouve, qui a plus de responsabilités et qui fait sur plus de responsabilités. Et mine de rien, ça déjà, c'est une amélioration, je trouve, tout de même. Ouais, c'est ça. Et puis même, ça rend du coup un joueur qui est peut-être un peu moins dépendant de son adresse extérieure, sachant que c'est quelque chose qui fluctue. Moi, j'avais noté d'ailleurs quelques petites stats par rapport à son adresse sur catch and shoot, mais jusqu'en décembre, du coup, il tournait à 47,4% sur tous les 3 points. Sauf que après le All-Star Break, ce chiffre est tombé à 32,3%. Donc on voit qu'il y a encore un delta de 15% sur 2 périodes assez longues quand même. Et le fait qu'il arrive quand même à développer cette capacité de drive et une autre manière de jouer finalement de plus que reposer sur son tir extérieur, moi je trouve quand même que c'est rassurant. Mais après c'est vrai que ça reste quand même un joueur de catch and shoot et c'est peut-être un point sur lequel il doit travailler sur son efficacité sur catch and shoot, comme tu as pu l'évoquer avec le true shooting où il est encore en dessous de la moyenne de la ligue et c'est quelque chose qu'il doit améliorer s'il veut vraiment devenir un scoreur efficace et trouver sa place dans la ligue, parce qu'aujourd'hui il y a quand même des questions qui se posent sur quel est son réel rôle dans une équipe compétitive. C'est ça, ouais. C'est ça. Il y a un peu ce truc. Bon, après, il a que 24 ans. Bon, c'est une explosion un peu plus tard que certains, mais ce qui est un peu atypique, c'est de voir une explosion à ce point de volume, en fait. Le temps de jeu qui augmente énormément à ce point, le volume de ballon aussi, et tout en finalement restant à peu près le même joueur sur les ballons qu'il a en fait. Hein. Bon. Des progressions, comme on a dit, un peu agressivité, un peu drive, un peu plus qu'avant, mais c'est pas non plus le jour et la nuit, quoi. C'est pas spectaculaire non plus, mais oui, c'est assez atypique. Et comme tu dis, bon, quand tu fais le bilan, il y a du volume, ça c'est clair. Voilà, on n'a même pas dit, mais par exemple au niveau des points par match, forcément, ça passe de 10 à 20, quoi, quasiment. Oui, parce que le temps de jeu a beaucoup augmenté. Mais
à quel point aussi est-ce qu'on n'a pas un joueur qui est donc à plus de 36 minutes par match, qui est énormissime et qui a ce tel volume? À quel point est-ce que c'est pas aussi parce qu'il est à Chicago et que il y a peut-être un manque de talent, il y a eu la blessure de Lavine, etc. Mais voilà, comme tu dis, pour moi en tout cas, je me pose encore des questions sur son rôle et sur qui il est en NBA, parce que les 36 minutes par match et autant de ballons, je suis pas sûr qu'il les ait partout dans tous les contextes en NBA en fait. Tu vois, alors que tu me dis Kyrie Irving par exemple, bah oui, son volume il va l'avoir partout parce qu'on sait qu'il y a le rendement, il y a l'efficacité, il y a le talent quoi. Kobe White, je suis encore alors déjà il y a une progression, c'est bien qu'il ait émergé depuis rôle mineur à rôle majeur, ok, mais on est encore rôle majeur dans une équipe où il y avait un peu la place d'exploser. Mais tu vois, si tu le parachutes aux Clippers, si tu le parachutes aux Sixers, si tu le parachutes dans des bonnes équipes, hein, je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'on a ce même volume? Est-ce qu'on a cette même importance? Ou est-ce que c'est pas quelqu'un qui est amené sur la suite de sa carrière à peut-être avoir un peu moins de volume, mais à être un peu un puncher, en créateur secondaire peut-être dans des très bonnes équipes? J'avoue que je sais pas trop. Je sais juste que par rapport à il y a un an, c'est un peu plus sûr tout de même, même largement plus sûr quelle est la suite de sa carrière. Mais voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, c'est pas acquis qu'on a un titulaire à peu près sûr dans à peu près tous les contextes NBA, y compris donc des très compétitifs en fait. Ouais, et puis même en fait, quand on regarde d'un peu plus près son efficacité sur catch and shoot, il est 14e sur 17 parmi ceux en tentant au moins 5 par match et 30e sur 36 parmi ceux en tentant au moins 4,5 catch and shoot par match. Donc en fait, même là, est-ce qu'il peut réellement devenir un joueur efficace sur catch and shoot pour après, quand il sera dans une équipe un peu plus compétitive, peut-être devenir un joueur qui joue un peu plus softball? Là, même là, en fait, il y a des interrogations. Là, pour le moment, c'est un très bon scoreur balle en main, mais à voir ce qu'il peut apporter, sachant que en défense, c'est quand même pas un joueur. C'est un joueur que tu dois protéger de par son profil physique qui le limite assez pour résister sur drive, lui qui lui arrive assez souvent d'être bloqué dans les écrans même, ou pour contester les shoots parce que son envergure est insuffisante. Donc finalement, en fait, aujourd'hui, Kobe White, quand tu veux l'optimiser, il faut le mettre à côté d'un super défenseur sur le bas court, comme Caruso cette année. Mais après, est-ce que ça t'emmène très loin? Non, ça t'emmène en play-in, grand maximum pour l'instant. Ouais, d'accord. Mais c'est un peu le truc, c'est que tu peux être une grosse option d'une mauvaise équipe ou d'une équipe moyenne, mais quand tu montes en grade, est-ce que tu gardes ce statut-là? C'est pas forcément quoi. Tu vois, si tu me dis d'ici les 10 prochaines années, ça va être un peu le type Lou Williams, Jordan Crawford, c'est-à-dire un peu le 6e titulaire, le mec qui sort du banc, qui est pas non plus à 10 minutes par match, hein, mais qui est le créateur secondaire de très bonnes équipes, ça me m'étonnerait pas non plus, quoi. Après, ça m'étonnerait pas non plus si tu me dis, il fait aussi 10 ans de carrière en tant que gros titulaire d'équipes qui sont entre moyennes et bonnes, voire très bonnes, quoi. Ça me surprendrait pas non plus, mais en effet, on a un scoring intéressant avec la balle, peut-être pas encore à ce point sans la balle, et surtout il y a aussi la défense. Alors dis-nous où est-ce qu'il en est un peu défensivement, parce que c'est vrai que pour contribuer, être sur le terrain à des plus hauts niveaux, il faut aussi cet élément-là. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui en année numéro quoi, numéro 5 en NBA? Ouais, c'est ça. Alors, quand on va regarder visuellement, tout d'abord, on peut se dire que c'est un défenseur qui est assez, enfin pas bon, mais qui met de l'envie, hein. C'est quelque chose qu'on peut pas lui reprocher. On voit qu'il fait les efforts, les rotations, etc. Maintenant, c'est assez inefficace parce que il a des limites physiques qui sont pour moi irrémédiables. C'est un 6'5", mais dans les faits, enfin physiquement, comme j'ai pu le dire, il explose très souvent dans les écrans. Sur drive, pareil, un coup d'épaule et il est très rapidement bougé. Et on le voit notamment sur les stats de on-off défensif ou même de on-court, hein. Donc sur la stat de on-court défensif, c'est dans le 39e centile quand il est présent sur le parquet. Donc en fait, aujourd'hui, je me dis, c'est compliqué avec Kobe White d'avoir une défense du bas court qui est élite. Et mis à part si tu as d'autres joueurs élites à ses côtés comme Caruso, mais est-ce que c'est viable? Non. Et est-ce que Lonzo Ball l'année prochaine, s'il revient, il pourra reprendre les mêmes missions? C'est difficile de l'imaginer ça pour l'instant. C'est quelqu'un qui finalement joue défensivement plus petit que ce qu'il n'est, entre guillemets. Et en fait, à cause de son envergure de bras qui est pas si grande que ça, quoi. Et ça a toujours été un problème parce que, comme tu dis, il fait 6'5" de taille. Ce qui est vraiment grand hein, pour un meneur. Mais sauf que comme il a un peu des bras de T-Rex, finalement, il n'a pas du tout ce côté fonctionnel en fait en défense. C'est pas proportionnel, quoi. Alors d'habitude, un mec de 6'5" qui a une belle envergure, il peut quand même défendre mieux et plus grand, entre guillemets, que la Kobe White, ce n'est le cas. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que tu penses un peu du fait qu'il était très très haut dans les conversations au MIP, par exemple?
Pour le coup, je comprends qu'il soit haut dans ces conversations-là parce que l'explosion statistique brute est forcément impressionnante. Maintenant, je pense que c'est à nuancer parce que c'est une hausse des responsabilités, donc une hausse derrière du volume. Est-ce que pour moi, il aurait pu être MIP? Je suis pas sûr. Même pour moi, je pense pas qu'il méritait d'être MIP. Mais parce que pour moi, le MIP récompense des joueurs qui arrivent à passer ce cap-là de devenir d'un joueur, peut-être pas non All-Star à All-Star, c'est peut-être trop catégorique de dire ça, mais qui arrive à passer ce cap-là. Là, Kobe White, il passe ce cap-là, mais dans une équipe qui gagne pas. Donc pour moi, on a toujours des réserves par rapport à Kobe White, pas les mêmes, clairement pas, mais il y a des réserves encore qui font que c'est pas un joueur élite ou quoi que ce soit. Non, mais en effet, alors, c'est vrai qu'il y a ce côté progression sur le volume notamment, hein, tu vois, de 10 points par match à quasiment 20, enfin 19, petit temps de jeu à gros temps de jeu. Bon, je tiens quand même à dire aussi qu'il y a quoi, il y a 3 ans, je crois, 2021, il est déjà à 15 points par match, quoi. Donc, donc de suite, la progression, elle est moins grande, quoi. Tu vois, si tu prends juste 2023 vers 2024, c'est de 10 points à 19. Ouais, c'est énorme. De 23 minutes par match à 36. Ok. Bon, avant 2023, où il était effectivement sur un temps de jeu de une vingtaine de minutes par match, bah, il sortait quand même de saison à 31 et 27 minutes par match, quoi. C'était un mec qui était quand même un peu établi, quoi, mine de rien. Donc bref, c'est un peu amusant, sachant que voilà, je trouve que dans le jeu, il y a des progrès, mais qui sont peut-être pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, bonne saison de la part de Kobe White, qui sort un peu nulle part, hein, pour le coup, parce qu'on n'attendait pas forcément cette hausse de la part de Kobe White. Pour ajouter sur Kobe White, ce qui est aussi super, c'est il y a cette progression avec en plus un contrat qui est super. Enfin là, il avait prolongé pour un peu plus de 40 millions sur 3 ans. Bon ben là, il y a encore 2 années qui vont être à 12 et 13 millions l'année. Honnêtement, c'est super, c'est un super rapport qualité-prix compte tenu de son apport sur le parquet. Ouais. Oui, effectivement, tout à fait. Eh bien, on peut avancer alors ma 4e stat du jour. Où est-ce que je vais partir? 104. Ma 4e stat, ça va être 104. C'est le true shooting plus, donc l'efficacité par rapport à la moyenne, de Ayo Dosunmu. Je sais pas si tu avais des stats sur lui ou si tu pourrais un peu nous en parler, mais 104, donc ça veut juste dire, à 104, la moyenne elle est à 100, donc ça veut dire que son score est 4% plus grand que la moyenne. Donc, on a quelqu'un d'efficace. Et notamment, pourquoi est-ce qu'on a quelqu'un d'efficace? Parce qu'on est à 40% à 3 points sur, mine de rien, 4 tentatives par match. Donc, très belle efficacité sur un plutôt bon volume, hein, pour le coup. Et on peut se poser la question de suite, est-ce que ce serait pas une surchauffe à 3 points pour Ayo Dosunmu? Ben, je trouve pas tellement, finalement, parce que on a aussi, bon, si on regarde un peu l'indicateur lancer franc, toujours un bon indicateur du niveau de shoot, on est à 80%, donc c'est bien à 80% pour le coup, et même 77 en carrière, c'est pas du tout mauvais, hein. Donc voilà, plus le fait qu'il a déjà fait une saison à 37% en 2022, ça se rajoute aussi sur le fait que c'est pas non plus forcément une surchauffe un peu de sortie de nulle part. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Dosunmu depuis pas mal de temps. J'avais failli le mettre dans mes All Hipster Team, mais finalement je l'avais pas fait. Je pensais qu'il allait prendre encore plus d'envergure que ça, mais c'est pour moi quelqu'un qui, tu vas nous dire ce que t'en penses, mais qui cette année, si le shoot se confirme, on a peut-être un excellent, j'allais dire, peut-être pas un des meilleurs, mais un excellent 3&D en NBA, avec une défense point d'attaque poste 1-2, peut-être un peu 3, mais pas trop, mais point d'attaque plus un 3 points, qui fait que c'est quelqu'un on peut plug and play à peu près dans n'importe quel contexte, en fait. Ouais, c'est ça, c'est parfait. Moi, j'avoue que je suis tombé amoureux d'Ayo Dosunmu dès ses débuts là à Chicago, Ouais. parce que en fait très rapide, il a contribué immédiatement durant sa saison rookie. Et alors c'était au départ que du 3 points dans les corners et des remontées de balles rapides pour ensuite permettre aux extérieurs de scorer. Or là aujourd'hui, il a un dribble qui est beaucoup plus sûr. On l'a vu driver vers le cercle à de très nombreuses reprises. Là, j'ai pas ses stats tout de suite de drive, mais visuellement, enfin, c'était assez marquant, je trouve. Et on a un joueur qui est même plus, qui comprend mieux qui passe des steps dans la compréhension de jeu, qui fait les coupes au bon moment, qui vient poser, qui peut être super utile en attaque parce il peut adopter plusieurs rôles, hein. Il peut être ball handler sur du pick and roll, il peut poser quelques petits écrans où il glisse pour aller à 3 points ou vers le cercle. Enfin, c'est quand même un joueur qui, comme tu as dit, il est plug and play et tu peux le mettre en fait un peu partout et il va contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc ça pour le futur de la franchise, c'est super d'avoir un joueur comme lui qui en plus va pas
prend pas beaucoup de commandes, qui aura pas un usage très élevé, qui va prendre des initiatives par lui-même. Enfin, c'est quand même un joueur qui dépend pas mal de la création des autres, donc ou des espaces que créent les autres. Donc c'est vrai que c'est super d'avoir ce role player là dans l'effectif, et ça peut être un role player d'élite. Et puis, je crois qu'il avait même démarré titulaire l'an dernier. Je crois Ouais, l'an dernier ou l'année c'est d'avant. ça, Je crois ouais. que c'est l'an dernier, ouais. Ah, c'est l'an dernier, ouais. Billy Donovan l'aime beaucoup. Il avait fait démarrer titulaire plus de 30 minutes par match, etc. Mais je pense que c'est aussi pour la défense, hein, assez clairement. Donc voilà, on a cet aspect défensif qu'on a toujours plutôt eu avec Dosunmu. Mais c'est vrai que si le shoot vient un peu à se confirmer petit à petit, et il est pas si vieux que ça, il a 24 ans. Enfin, en tout cas, bientôt 25, mais voilà, on n'est pas un mec qui sort de nulle part, genre un Torrey Craig à 32 ans. Voilà, le shoot, on a compris que ça viendrait pas, quoi. Là, Dosunmu, c'est vrai qu'on est encore assez jeune. Donc on n'est pas encore sûr des chiffres qu'on a, et ça peut encore venir, quoi, je veux dire. Et ouais, j'aime beaucoup Dosunmu, cette défense plus 3 points un peu éventuellement. C'est quelqu'un qui peut être mis à peu près partout. Donc je pense aussi, je trouve une des satisfactions de la saison, même s'il n'y en a pas, il n'y en a peut-être pas des tonnes à Chicago. Mais lui ouais, j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé. Et je craignais un peu qu'on se dirige vers un peu un profil un peu spécialiste défensif, mais qui ne serait peut-être pas assez viable en attaque pour être mis sur le terrain dans des très bonnes équipes. Mais là, si on a donc défense et attaque un peu, au moins un minimum de shoot, ouais, ça peut largement le faire, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis même, il peut, enfin, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est le fait de pouvoir jouer très vite vers l'avant, ça aussi, d'aller très vite d'un cercle à l'autre, c'est super utile pour cette équipe de Chicago qui était très lente cette saison. Là, je regardais rapidement les stats de transition. Ben, en termes de fréquence, depuis son arrivée là à Chicago, ben, quand il est présent sur le parquet, il y a toujours une petite hausse. Alors ça ne permet pas à Chicago d'être une équipe élite, hein, mais c'est plus 0,8% ou même plus 1,8% la saison dernière. Donc finalement, c'est toujours, il a toujours un apport positif. Il arrive toujours à faire des choses pour contribuer pour l'équipe, que ce soit par du rebond, par des coupes ou son adresse extérieure. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'un match contre Washington au mois de mars où j'avais la chance d'être sur place au United Center, et ben là, tu vois un joueur qui est en totale confiance, qui a aucune hésitation, alors que quand il a la balle en main, alors que par le passé, justement, on le voyait très souvent lever la tête dès qu'il recevait la balle et attendre 2-3 secondes. Là, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Ouais, non mais effectivement avec Dosunmu, bien, donc on peut avancer. Tu as fait tes 5 stats, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc je vais t'en prêter une, ta 5e stat du jour, je vais t'en prêter une, c'est 29. Moi c'est 29, c'est les minutes par match de Alex Caruso. Je développerai plus tard, mais je peux te laisser nous parler un peu de Caruso qui a quand même bien rebondi et qui nous fait une excellente saison. Alors malheureusement il est parti, mais quand même si on fait le bilan 2024, c'est aussi un joueur majeur de cette année qui a fait une très bonne saison. Oui, bien sûr. Ouais, je me doutais que tu allais en parler dans une stat, donc c'est pour ça que j'ai pas pris de stat pour Caruso. Mais oui, c'est en fait par rapport à Caruso, c'est un peu un des joueurs qui a sauvé les Bulls sur les 3 dernières saisons. Enfin, par son apport défensif, c'est un joueur qui était parfait, qui en attaque n'a jamais demandé beaucoup le ballon, hein. C'est un joueur, c'est un 3&D un peu moderne, et qui est excellent en défense, que ça soit sur le point of attack, que ça soit également pour venir en aide. Enfin, c'est un joueur d'élite. Et là, cette saison, en plus, il avait une adresse insolente à 3 points. Il a tourné à plus de 42%, si je me trompe pas. Donc, finalement, tu te retrouves avec le joueur parfait à mettre aux côtés de Kobe White et même de DeMar DeRozan. Et même, il y a eu quelques petits progrès au passing qui est franchement super pour lui. Donc, moi, honnêtement, il m'a sauvé plusieurs nuits, Caruso, par ses actions d'éclat et par sa capacité à tout faire sur le parquet. Ouais. Non, mais effectivement, je voulais un peu prendre comme prétexte le minutage, mais pas tant que ça, prétexte, puisque mine de rien, c'est une vraie évolution, quoi. Enfin, évolution. Un retour un peu à une moyenne qu'on connaissait, puisqu'en fait, l'an dernier, il était à 23 minutes par match. Et je t'avoue que moi, l'an dernier, je me posais la question de dire, mais on le connaît, Caruso, il est quand même très fort, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il joue que 23 minutes par match, quoi? S'il est à ce point fort, pourquoi est-ce que son coach le fait jouer qu'un temps de jeu de 7e homme, quoi, mine de rien?
Et je comprenais pas, est-ce que c'était une question de blessure, est-ce que c'était parce que l'attaque était pas assez viable, je me posais des questions. Et donc là, le voir enfin revenir à 29 minutes par match, grosso modo un temps de jeu titulaire, hein, c'est quand même, voilà, ça rassure, mine de rien. Mais non, mais après on le connaît, il y a le côté all defense, il est all defense d'ailleurs cette saison, mais on le connaît, c'est un des tout meilleurs défenseurs extérieurs de NBA. Par contre, c'est vrai que ce que je voulais notamment préciser à rajouter, c'était le 41% à 3 points en attaque, quoi. Et surtout souligner que ça se fait sur un gros volume, quasiment 5 par match. Et d'un côté, je voulais le souligner, de l'autre aussi, c'était aussi pour me poser la question, est-ce que ça va être ça pour la suite? Parce que c'est vrai que c'est aussi sa première grosse saison avec un gros volume à 3 points. Parce qu'il a déjà été efficace une ou deux fois en carrière. Je crois que il a fait un 40% en 2021. Mais bon, deux choses. Déjà, c'était 2021, donc tout le monde a bien shooté en 2021 à 3 points, évidemment, on l'a déjà dit, parce que les salles étaient vides. Mais non, l'autre côté, c'est que c'était sur un petit volume aussi. Donc c'est quand même pas pareil. Là, on est quasiment à 3 points par match sur quelqu'un qui a toujours été connu pour être capable, mais pas forcément efficace, et pas du tout shooter spontané, pas du tout shooter volontaire. Donc là, gros volume, 41% à 3 points. Franchement, oui, c'est largement satisfaisant, sachant que pourquoi est-ce que je me pose des questions pour la suite aussi, c'est que c'est pas trop son historique en carrière. En carrière, on était plutôt sur du 33%, 33%, 36%. Et donc là, on a une vraie évolution. Et ce qui fait que pour moi, on a eu cette année une efficacité globale qui a été à plus 6% au général par rapport à la moyenne, ce qui est très bien. Et quand tu combines ça, enfin un shoot à 3 points avec un bon volume, quand tu combines avec son niveau de défense, all defense, c'est pour moi un des meilleurs 3&D qu'on a eu de toute la NBA cette année en fait. Ouais, mais clairement, c'est cette capacité-là à être en soutien de ses coéquipiers et de pas jamais demander la balle. Enfin, il sait se mettre en retrait. Et honnêtement, moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner son duo avec Shai Gilgeous-Alexander. Mais comme tu as pu le dire, c'est la variable à 3 points. Est-ce que elle va se maintenir à ce niveau-là? Durant la saison, alors j'ai peut-être tort, hein, mais durant la saison, moi, j'ai des souvenirs où il y a des périodes de creux de 4-5 matchs où il perd un peu en adresse et après ça repart. Donc, est-ce que la saison prochaine, il va réussir à devenir un shooter régulier à 3 points? Et là, on déborde un petit peu, mais c'est vrai que pour OKC, ça sera primordial parce que c'est ce qui leur a fait défaut déjà durant les playoffs. Oui, et puis, le shoot, c'est bien, mais le shoot, c'est un peu la cerise sur le gâteau. En tout cas, le dernier truc qui vient compléter le profil, parce que comme dit, la défense était déjà là, mais même en attaque, tu vois, même sans le shoot, je trouve qu'on avait déjà un joueur intéressant en attaque de par ce qu'on appelle le connecting, en fait, la fluidification du jeu. Donc pas forcément créer le décalage à la base, mais en tout cas l'amplifier et faire le lien entre la création et la finition. Et voilà, là-dessus, rien de nouveau à dire qu'on ne connaisse pas de Caruso. Toujours le bon QI basket, la bonne intelligence de jeu. Et donc ce passing qu'on retrouve, encore une fois, pas du passing de création pure, mais au moins fluidifier le jeu et le faire vivre. Donc ça se rajoute aussi au fait que défense, passing et shoot, c'est quand même un sacré joueur, quoi. C'est un sacré joueur et en fait, il manquait plus que ça. Il manquait pour moi plus que le shoot pour le faire passer clairement dans une catégorie des tout meilleurs 3&D de NBA et les tout meilleurs role-players parce que sans le shoot, mine de rien, on l'a vu en play-off que ça pardonne de moins en moins en fait de pas avoir de shoot. Donc tu peux être fantastique en défense et tu peux même être un plutôt bon connecteur avec ton passing en attaque, un fluidificateur. Si t'as pas le shoot, tu vas être abandonné et ça va être très compliqué en fait en play-off. Donc là, si on a cette dernière marche qui est enfin franchie, ça peut pour moi le propulser vers une catégorie très supérieure, quoi. Pas seulement le spécialiste défensif extrêmement fort, mais vers potentiellement un j'allais dire lieutenant, mais enfin non, mais le côté lieutenant, il y a un peu une connotation qui est associée avec la création, mais je veux dire le mec, il peut être ton 3e, 4e meilleur joueur d'une équipe d'élite en fait, finalement. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis même physiquement, là, ça fait 2 saisons où il a loupé très peu de rencontres. Donc finalement, même là, c'était un peu un point noir sur son début à Chicago. Là, pour le coup, c'est plus du tout le cas. Donc c'est vrai que Caruso, c'est le role player d'élite que tout le monde aimerait avoir. Et c'est pas surprenant que à la trade deadline, le Karnisovas, il voulait plusieurs first round picks ou des jeunes à potentiel parce que tout le monde était prêt à s'arracher Caruso. Et c'est d'ailleurs dommage de voir que finalement il part entre guillemets que pour Giddey. Oui. Après, Chicago peut-être aime beaucoup Giddey, mais après il n'y a pas que tes goûts, quoi. Sur le marché, je pense qu'il aurait pu avoir plus, quoi. C'est ça. Mais bon. Ouais, c'est ça. On suivra ça. Après, j'avais 2-3 stats intéressantes sur Caruso qui, à mon avis,
Pour illustrer à quel point c'est un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur playmaker défensif, donc le mec qui arrive à faire le plus d'actions en défense, et des turnovers et des blocs, etc. Mais si on fait un filtrage en NBA en 2024, donc avec un certain temps de jeu, plus de 1500 minutes, quels sont les joueurs qui ont plus de 1% de block percentage et plus de non, je me suis planté. Non, plus de 2% de steal percentage, donc plus de 1% de bloc et plus de 2% de steal percentage. Il y a 6 joueurs NBA, à peine. Évidemment, Caruso fait partie de cette liste des à peine 6 joueurs NBA avec plus de 1% de block percentage et 2% de steal percentage. On remonte les critères un peu, on remonte à 1,5% de block percentage. Et donc là, il n'y a plus que 2 joueurs NBA qui sont à plus de 1,5% de block percentage et 2% de steal. Il y a lui et Isaiah Hartenstein. Et donc, si on continue à remonter, cette fois non pas le bloc, mais le steal percentage à 2,5% de steal percentage et donc 1,5 de block percentage, il n'y a plus que lui. Voilà, il n'y a plus que lui qui fait à la fois 1,5 de bloc et 2,5 de steal. Bref, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur playmaker défensif de NBA, qui donc désormais a un 3 points, en tout cas on l'espère. Le volume est là, on verra si l'efficacité se prolonge. Mais voilà, Caruso qui est parti au KC, on l'a pas remarqué en fait, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, mais on l'a pas remarqué parce que c'était peut-être un des meilleurs 3&D de NBA dans un effectif qui n'a pas été hyper talentueux et qui n'a pas beaucoup gagné. Donc on n'a pas remarqué, mais pourtant, au milieu de ça, un des meilleurs 3&D de NBA. Et donc on peut finir moi avec ma cinquième stat du jour. Où est-ce que je vais partir? Tiens, on n'a quand même pas parlé de lui. Et même s'il est parti, il faut en parler, mine de rien. Ça fait partie du bilan. Mais moi, c'était 1,31, ma cinquième stat, cinquième et dernière du jour. Ce sont des points par tir sur drive, spécifiquement sur des tirs en fin de drive. Donc l'efficacité en fin de drive, 1,31 pour évidemment DeMar DeRozan. C'est le cinquième joueur le plus efficace de NBA parmi les gros drivers. Voilà, cinquième plus efficace de NBA parmi les gros drivers. Plus de 10 par match, je crois, j'ai mis comme filtrage. Et moi, ça me fait toujours rire, en fait, ce côté où on parle de DeRozan comme un homme anti-analytics. Et en un sens, je peux comprendre pourquoi. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est un peu faux, cette image, parce que analytics, ça veut pas dire que 3 points, en fait. Analytics, c'est aller chercher les tirs rentables. Et donc, en l'occurrence, les layups, c'est fait partie des tirs les plus rentables du basket, layup ou lancer franc. Or, il se trouve que ok, DeRozan, il n'a pas le côté 3 points, il l'aura jamais, évidemment, maintenant à ce stade de sa carrière. Mais par contre, il s'est développé en un des tout meilleurs drivers de toute la NBA. Et donc, cinquième de NBA cette saison, c'est pas une anomalie. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il est dans le top 5 de NBA en termes d'efficacité en fin de drive. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, c'est un des tout meilleurs de NBA pour la provocation des fautes, provocation des lancers francs. Il est à 18% de shooting foul percentage, c'est-à-dire les fautes provoquées pendant une tentative de tir, 18% de fautes, enfin 18% de ses tirs, il arrive à provoquer une faute, et c'est tout simplement 10e de toute la NBA. Donc y compris avec des pivots qui ont des standards d'habitude plus élevés. Et si on prend que les non-pivots, c'est deuxième de NBA. Voilà, deuxième derrière Jimmy Butler. Donc voilà, c'est toujours ce côté un peu amusant de anti-analytics, alors qu'en fait non, il est que à moitié anti-analytics. Il est que à moitié, j'ai pas le 3 points, ok, mais par contre, il y a tout un autre côté analytics d'aller chercher des tirs au panier, proche du panier et des lancers francs, et ça, il y est totalement. Donc en un sens, DeMar DeRozan est encore une fois élite en drive, et donc encore une fois, totalement analytics. Ouais, c'est ça. Et puis, DeMar DeRozan, c'est quand même un joueur aussi qui, au-delà du scoring, a développé depuis 4-5 ans là un passing qui est quand même bon sans être élite. Où avant, il était quand même reconnu à Toronto comme étant juste un scoreur unidimensionnel où juste je score et puis voilà. Sur la fin de Toronto et après à San Antonio, il a tellement progressé sur ça qu'aujourd'hui, ça en fait vraiment c'est pas un franchise player d'élite, mais en tout cas, c'est un excellent joueur. Et en fait, il dépend du contexte pour lui s'épanouir. Et s'il va être dans une équipe compétitive, il dépendra du contexte quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans les faits, cette capacité à obtenir des lancers francs, c'est élite. Et au-delà du nombre de points sur lancers francs, c'est aussi toute la conséquence des lancers francs et des fautes obtenues. Quand tu obtiens beaucoup de fautes, ça permet aux joueurs adverses d'être moins agressifs en défense ou même d'être exclus pour 6 fautes ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est tout ce qu'il apporte en plus de son scoring qui font que c'est quand même énorme et son départ va se faire ressentir. Ouais.
Bon, pour vous le dire autrement, si vous voulez, le free throw rate plus, donc le taux de lancer franc plus, ça veut dire par rapport à la moyenne, il est de 185. Donc il est 85%, son score est 85 plus grand, plus grand que la moyenne NBA. Donc c'est encore très très élevé, hein, très évidemment. Et c'est un score d'élite. Donc voilà, il y a toute une partie très analytics, mais alors la question qu'on peut se poser, c'est étant donné qu'il est 5e plus efficace sur drive de NBA, c'est bien, et pourquoi au général, il n'est que à 101 de true shooting plus. Donc à peine plus 1% au général plus efficace que la moyenne, et alors que vu qu'il est 5e plus efficace de toute la NBA, pourquoi est-ce qu'il ne va pas taper des plus 5, plus 6, plus 10, plus 15 comme certains peuvent le faire? La réponse elle est ailleurs, c'est-à-dire que ok, il est élite sur drive, mais sauf que dans le même temps, et c'est là tout le profil extrêmement polarisé de DeRozan, y compris donc en 2024 quand on fait son bilan de cette saison, 31% de ses tirs étaient des longs tirs de poing. Même pas des mi-distances en général, mais des longs tirs de poing. Donc même pas que des flotteurs, mais des 31% de longs tirs de poing, donc les tirs les moins rentables évidemment. Et donc c'est aussi ça qui sert un peu à ramener vers le bas et qui sert à compenser le côté élite sur drive, mais quand tu mélanges avec beaucoup des tonnes et des tonnes et des tonnes de tirs, des longs tirs de poing qui sont pas rentables en soi, il est bon là-dessus, mais ils sont pas rentables en soi. Voilà, ça fait que le tout n'est que au niveau de la moyenne, hein, finalement au niveau du scoring. Donc c'est vrai que c'est dommage. Je sais pas, en tout cas c'est le constat qu'on peut faire de ce joueur qui, voilà, là où avant il n'avait que ça, que le long tir de poing, aujourd'hui il faut quand même souligner qu'il est devenu élite en drive et que ça permet d'être un joueur largement plus viable qu'on a pu avoir sur les premières années à Toronto. En plus t'as parlé du passing, mais 31% de ses tirs sont des longs tirs de poing. C'est évidemment le premier de NBA, hein. J'ai même pas dit, mais premier de NBA. Le seul qui est au-delà des 30% de fréquence de tir sur les longs tirs de poing. Et ils sont qu'à peine une poignée à être au-dessus des 20%, évidemment. Donc lui fait partie de ça. Mais voilà, c'est encore une belle saison finalement de DeRozan, même si, comme dit, l'efficacité n'aura jamais été fantastique avec des plus 5, plus 6, plus 10% et un méga bonus d'efficacité malheureusement, parce qu'il y a ce régime de tir qui a toujours été un peu compliqué, en tout cas peu rentable avec ces longs 2. Mais on ferme aussi la page de cette ère DeMar DeRozan, et là on peut élargir peut-être, je peux t'interroger sur plus que cette année 2024, mais 22, 23, 24, quel bilan finalement on tire de ce qui aura été le cycle DeMar DeRozan à Chicago? Je pense qu'on peut quand même en tirer de bonnes choses d'un point de vue individuel pour lui, parce que je pense qu'il y a eu un peu une forme de renaissance, c'est peut-être un grand mot renaissance, mais en tout cas d'un joueur de retour au premier plan aux yeux du public, hein, qui a été d'ailleurs là à Chicago, il a été 2 fois All-Star, alors qu'à San Antonio il n'avait pas été une seule fois. Donc c'est vrai qu'on a ce retour au premier plan pour DeRozan. On a un joueur qui a quand même qui a enlevé un peu cette étiquette de joueur qui pouvait pas être clutch, où on se rappelle de ses campagnes de playoff ratées du côté de Toronto. Donc il était un peu catégorisé comme un joueur qui craquait dans les moments compliqués. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais c'est vrai que après, d'un point de vue collectif, je sais pas si on peut lui en vouloir par rapport à son style de jeu ou quoi. Je pense qu'il est arrivé au mauvais moment pour Chicago, parce que l'équipe a été mauvaise tout simplement, mais en même temps, est-ce que c'est lui le responsable ou c'est lui qui en subit les conséquences? Honnêtement, je sais pas vraiment comment me placer par rapport à ça. Juste ce que je peux retenir, c'est que c'est un joueur qui a été quand même qui a été très bon sur son passage, mais pour quel résultat? Au moins je suis content que lui il ait réussi à s'épanouir et à, entre guillemets, relancer sa carrière. Non mais alors c'est marrant parce qu'il devient élite en drive alors qu'il a 34 ans, quoi. Et que d'habitude tu te dis non, mais c'est plutôt des jeunes avec de l'explosivité qui ont ça. Et tu disais il est arrivé au mauvais moment pour Chicago. Est-ce qu'il n'est pas arrivé au mauvais moment en NBA plutôt? Oui, c'est ça aussi. S'il débarque en 93, le mec il est peut-être top 5 NBA tous les ans pendant 15 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on regarde son percentile sur les longs mi-distance, il n'est jamais descendu en dessous du 83e centile. En efficacité, tu veux dire? En fréquence de long mi-distance, pardon. Mais même en efficacité, il est quand même bien, quoi. Donc même au-dessus de la moyenne, c'est juste que le tir en soi est vraiment pas rentable. Pas rentable. Et c'est-à-dire que pour être élite à mi-distance, par exemple, 50%, ce qui est un score d'élite, hein. Bon, il a jamais totalement eu ce pourcentage pendant 10 ans, mais voilà, lui, il est au niveau des 45, 49%, voilà. Mais imaginez, donc c'est un tir qui vaut 2 points, donc 0,45 ou 0,50, allez, on va prendre 50%, 0,50 x 2, ça fait que 1 point par possession. La moyenne NBA, actuellement, elle est à 1,16. C'est très loin, quoi. Donc c'est un peu ce truc où, effectivement, il y a la rentabilité du tir en soi, où il est très bon dessus, mais c'est vrai que ça peut pas à lui seul suffire à faire le joueur. Mais
c'est bon. Je pense que la construction, pour moi, je suis pas surpris parce que tu prends DeRozan et un Vucevic, alors pas du tout au même niveau, hein, mais les deux sont des joueurs qui sont bons, mais avec un plafond. DeRozan est très bon, mais aussi avec un plafond par rapport aux autres superstars de NBA. Donc d'un côté, on peut dire ça, et je suis pas surpris que ça ait jamais fait d'énormes choses. De l'autre côté, pardon, on peut aussi argumenter que, en même temps, le vrai projet, on l'a jamais vraiment eu, quoi. Parce que avec la blessure de Lonzo Ball, on n'en a même pas parlé aujourd'hui, mais on n'a jamais eu le côté Lonzo Ball plus Caruso sur pied totalement, avec DeRozan, avec un Vucevic, etc. Voilà. Je pense que sur ces 3 ans, le projet, on peut dire que c'est pas non plus une grande réussite, pardon, mais il y a peut-être cette nuance un peu des blessures auxquelles on peut s'accrocher mine de rien, quoi. Ouais, ça, mais après, est-ce qu'il n'y avait pas également une forme de surchauffe sur ce début de saison en 2022? Oui, totalement. Oui. C'est ça aussi. Donc, en fait, je pense que d'un côté, il y a une surchauffe et de l'autre, il y a les blessures qui mettent fin au projet complètement. Donc, qui rend compliqué l'évaluation même de cette période-là. Bon, on va pas parler de la défense non plus hein, pour DeRozan, mais non, mais encore une belle saison offensive, ça on peut le dire. Et c'est vrai que là, c'est toujours compliqué de parler de DeRozan parce qu'il y a souvent un peu des deux extrêmes qui s'affrontent, alors que au contraire, avec un cas aussi atypique, il y a besoin un peu de nuance un peu partout parce que c'est assez complexe, quoi, mine de rien. Mais voilà pour DeRozan. Est-ce qu'on a fini nos 5 stats chacun? Est-ce qu'il y a d'autres petits sujets, d'autres petits joueurs dont on n'a pas parlé aujourd'hui, où tu voulais dire 2 mots rapidement? Là, tout de suite, de tête mise à part, merci Drummond pour les services, mais au revoir. Mais sinon, sinon rien de plus. Qui est-ce qu'on a en jeune à Chicago? Un Terry Taylor ou Dalen Terry? Dalen Terry, c'est vrai que j'aurais aimé le voir un peu plus sur le parquet cette saison. Il a quand même plus joué que les années précédentes. Maintenant, c'est encore insuffisant, mais je dirais pas que c'est un joueur un jeune à jeter à la poubelle ou quoi que ce soit. Là, c'est pour l'instant l'échantillon est encore trop faible, mais j'espère que la saison prochaine on va le voir davantage. Tu rappelles un peu le profil, donc c'est 18e choix de la draft 2022, mais c'est quoi à peu près comme joueur? Ouais, c'est un shooting guard qui est très grand, donc qui fait plus de 2 mètres. Qui est très longiligne et qui a cette capacité à faire du cercle à cercle très rapidement, très athlétique, mais en fait le problème qui se pose pour l'instant pour lui c'est le shooting où il a du mal à être adroit sur ça. Il est à 23,8% en carrière à 3 points et pour l'instant je trouve que ça lui bloque un peu tout, sachant qu'il a pas non plus un handle d'élite. Donc en fait c'est là pour l'instant c'est encore un joueur qui est très brut, qui est élite nulle part mais qui montre des flashs. Je sais pas en fait quel est son réel profil à long terme. Est-ce que ça devient un scoreur ou quoi que ce soit? Honnêtement, je me pose encore beaucoup de questions par rapport à lui. Donc c'est pour ça que j'aimerais le voir sur un plus long échantillon. Ouais, non, mais effectivement. Bon, on peut finir aussi. Je pouvais pas finir sans le citer, un Torrey Craig, mon chouchou ultime. Qui en plus j'ai dit mal de lui tout à l'heure, mais tu vois 39% depuis 2 ans à 3 points. C'est ça, ouais. À Chicago. Bon, c'est des petits volumes hein, évidemment, mais on sait que le shoot peut aussi venir avec l'âge très avancé, parce que le shoot c'est la mémoire gestuelle hein, donc voilà, l'exemple c'est aussi Jason Kidd hein, qui débarque en NBA, qui est pas un bon shooter du tout et qui en fin de carrière est top 3 de l'histoire en termes de nombre de 3 points rentrés. Ça vient aussi avec l'âge, mais voilà, un peu comme, alors pas pareil hein, on a parlé de Caruso qui est un des meilleurs 3&D, ça s'est pas trop vu parce que l'équipe est pas compétitive, mais je pense que Torrey Craig c'est pareil. Là il faut partir monsieur. Il faut partir. La défense c'est très sympa, bon c'est limité comme profil, moi je l'adore, c'est mon chouchou, mais défense et 3 points un peu plus les cuts et le rebond offensif, etc. Mais voilà, là ça n'a rien à faire à Chicago. Maintenant que ça va reconstruire, faudrait qu'on le voit ailleurs, quoi. S'il vous plaît Torrey Craig dans une équipe compétitive. Au niveau contractuel, qu'est-ce qui se passe? Il a pris son option 2025, c'est ça? Oui, c'est ce que je voulais vérifier. J'ai un doute s'il l'a pris, mais oui, il semblerait. Oui, il l'a pris. Il l'a pris, ouais. Donc bon, ça va être un petit trade qui va arriver au mois de février, j'espère. Ou avant. J'espère même avant pour lui, parce que pour le coup, c'est un joueur que tu mets dans beaucoup d'équipes compétitives et tout de suite, il va apporter par sa capacité à être excellent en tant que en faisant plein de petites choses finalement. Donc honnêtement, pour lui, j'espère qu'il va partir. Ouais. Non, mais effectivement, j'essaie de regarder là. Tu vois, un retour au Suns, ça ferait du bien, hein, un peu de profondeur à l'aile. Bref, donc voilà, Torrey Craig, on pouvait pas finir sans parler de lui. En tout cas, merci beaucoup, Lucas, pardon, d'être venu sur le basket. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, c'était un grand plaisir.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voici donc pour nos amis les Chicago Bulls qui sont enfin, j'ai envie de dire enfin peut-être dans un projet de transition après quelques années à végéter dans un espèce de ventre mou de la conférence Est. Ça, voilà, là ça y est, je pense qu'on commence un peu à tourner la page avec DeRozan, avec le trade de Caruso pour du plus jeune. Bref, donc voilà pour les Chicago Bulls. N'hésitez pas à aller voir le flux extrait pour à chaque fois prendre seulement ce qui vous plaît. Et sinon, nous de notre côté, eh bien, on va se retrouver pour une nouvelle équipe compétente la prochaine fois, puisque enfin, événement, la prochaine fois un épisode du Basket Lab enfin sur le Miami Heat. Et oui, c'est la première fois en quasiment 300 épisodes du Basket Lab. La prochaine fois, bilan 2024 du Miami Heat. Et donc, sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Luca d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.